toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle émission du Big Ciné Live 6ème. J'ai failli faire 7, 6 comme ça. Oh là là, c'est hyper étrange. Je suis très heureux de vous retrouver en direct sur Twitch. Et oui, je balance tout de suite. Vous voyez là, j'ai une oreillette. J'ai une autre oreillette de l'autre côté, mais je l'ai pas mise parce que je veux entendre mes invités. Et là, dans cette oreillette, j'entends la régie. La régie qui va me balancer des trucs débiles pendant tout le long de l'émission. Il faut s'y attendre. Je les adore. Ils sont parfois légèrement... J'ai pas envie de dire de méchanceté, on va s'arrêter là, mais en tout cas, ils sont là et ils sont là. En tout cas, on a une super émission qui est là ce soir avec des super chroniqueurs qui sont avec moi. Regardez ça, comment ils sont beaux, magnifiques. Bonsoir, très heureux de vous retrouver, retrouver. Alexis, merci d'être avec moi ce soir. Bah, ça me fait très plaisir de vous retrouver tous. Et voilà. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais t'étais là la dernière émission, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais c'est exactement, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas une émission. Donc très heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. Avant-dernière émission, je ne l'ai pas précisé, avant-dernière émission, mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir encore avec nous ce soir. Toujours très intéressant. Et ce soir, nous avons Gabrielle avec nous. Bonsoir. Gabrielle, c'est ta première émission. Exactement. Ça fait quoi d'arriver sur ce plateau, ça fait, ce magnifique plateau. Vraiment, ça fait quelque chose, hein, parce que c'est pas n'importe quoi là. On rigole pas là, j'ai l'impression. Hein. Si. Oui, beaucoup un peu, mais on ouais. rigole beaucoup. Mais en tout cas, c'est très heureuse d'être là. J'espère que ça sera pas la seule quand même. Hein. Bah écoute, rendez-vous le mois prochain avec grand plaisir. Si t'es dans le coin, n'hésite pas. Bienvenue évidemment le chat. Merci. Suite des messages. Merci. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Coucou Marine, coucou Quentin, merci à tous d'être là encore, d'être présents comme d'habitude, ça fait très plaisir. Écoutez, nous avons ce soir un beau petit programme parce qu'on a donc Flavien qui nous rejoindra tout à l'heure et qui viendra nous parler du Festival de Cannes, qui était au Festival de Cannes. On a les copains qui sont là en régie comme d'habitude, voilà. On a les anciens, les vieux là qui sont là depuis maintenant 1 an et que... Voilà, et qui maintenant ont le pouvoir de pouvoir me dire des bêtises dans l'oreille. Par exemple, typiquement Jujujoul, voilà ce qu'on me dit dans l'oreille actuellement. Que j'ai entendu. Oui, que t'as entendu, donc... voilà, qui était vraiment très discret. Heureusement qu'ils sont une discrétion imparable. Merci mon petit Thomas de remplacer au pied levé les copains qui sont sur un tournage, les copains qui sont là d'habitude derrière la cam. Et petit programme tranquillou. Alexis, tu vas nous parler de Western Spaghetti. Tout à fait. Un genre assez méconnu. Ouais. Qui est vraiment le genre que les vieux regardent l'après-midi à la télé après leur petit repas. Et qui est en fait un genre qui a vraiment beaucoup marqué le cinéma de manière importante. Exactement. Donc on va pouvoir développer un peu plus tout ça. Gabrielle, toi tu viens nous parler d'adaptation. Exactement. Je sais pas si ça se voit autour de moi. On va parler de lecture, livres, tout ça. Carrément. Et surtout comment ils sont adaptés. Est-ce qu'ils sont bien adaptés ? Ça va être le gros débat, la ça série va être Harry Potter. Ça va débattre fort. Ça va débattre fort. Je le disais, Flavien nous parlera de Cannes 2024 et de son retour sur le Festival de Cannes 2024. On va avoir les sorties ciné-séries de juin et je suis assez fier de moi parce que d'habitude je viens à l'arrache sur ces émissions. Là, j'ai préparé la chronique en avance, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que la fois dernière, j'étais ici à 14h sur cette chaise exactement, en train de préparer ma chronique. Quand même, faut se le dire, voilà, je râle parce que vous m'envoyez pas vos chroniques en avance, mais je le dis, je prévois mes chroniques au dernier moment. Non, là, je l'ai, préparé au dernier moment. Quel investissement. Et 2, je l'ai déjà tourné, monté. Donc elle va être diffusée en direct. Et ça... C'est grâce à vos primes et bravo. Exactement. Bravo à vous. N'hésitez pas à souscrire pour qu'il en fasse d'autres qui travaillent. Exactement. Faites-le travailler. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Un peu comme d'habitude, ça partira dans tous les sens. Parce qu'on a cette habitude de partir dans tous les sens. Et on finira sur un petit jeu sympa. Avec les 3 chroniqueurs, vous 3 chroniqueurs de ce soir. Ça va être... un bon petit moment sympa, avant-dernière émission je le disais, dernière émission, notez la date dès maintenant, le 30 juin, dimanche 30 juin, ça va être de la folie pure. On a déjà commencé à prévoir des trucs, ça va partir dans tous les sens, voilà. Écoutez, on dit il faut lâcher des primes, ça lâche des primes. Le retour de la lampe Harry, c'est vrai qu'on a le retour de la lampe Harry, voilà, c'est vrai qu'elle est là. Pourquoi la dernière fois on l'avait pas ? Je crois qu'elle était morte. Je sais plus. Elle était tombée.
On avait c'est ça. En fait, on avait la lampe, mais on n'avait pas le dimmer pour pouvoir dimmer la lampe. Donc, on l'avait pas mise. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais écoutez, très bien. Il y a un train de live qui s'est lancé. Je sais même pas ce que ça veut dire. Si. Une émission professionnelle faite par des professionnels d'Internet, n'hésitez pas. Heureusement que je connais très bien Twitch. Non, si, Benji qui lâche un abonnement. Attends, 9 mois d'abonnement. Putain, ça c'est stylé quand même. Ça c'est la classe. 9 mois d'abonnement. Et 100 bits pour payer le monteur. Écoute, mon petit Quentin, tu peux les garder du coup. Parce que c'est toi généralement qui fais l'entièreté de ces prépas en amont. Écoutez, oui c'est vrai. J'ai ma chronique, vous la verrez tout à l'heure. Mais avant ça, on a déjà... Gabriel, faut que tu te lances. Par quoi on commence? Parce que les adaptations de... Il y a plein de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Bah écoute, déjà, globalement, à quoi vous pensez quand je dis adaptation? Déjà qu'on se mette d'accord. Bordel. Ouais. La mise en image d'une œuvre faite. Ah oui, voilà. Définition. Partie dictionnaire classique. Ok, bordel. Ok, ouais, d'accord. Bon, déjà, je vous donne un petit fact. Comme ça, que vous ressortirez à l'apéro pour faire genre. Est-ce que vous avez une idée d'à quand remonte la première adaptation d'un livre à l'écran historiquement? 1903. C'est vrai? T'as tenté 1903 ou t'as une je idée? dirais 1903 pour quelconque œuvre de Maupassant, de Dumas ou de je ne sais pas quoi. Alors déjà, attends, début du cinéma, qu'on redonne un peu les bases à nos copains du chat. Putain, ça balance des bits dans tous les sens. Oui, titre, entre autres. Mais pour moi, début du cinéma, 1889, c'est ça? Truc dans le genre? Oui. Par là, la régie, vous êtes là pour ça. En vrai, la régie, vous avez une oreillette dans ma tête pour me donner des infos comme ça. 84 ou 85. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a un problème avec les médias. Comment ça, il y a un problème avec les médias? Vous voyez plus les médias, ça veut dire quoi? Vous voyez plus les médias? C'est sur mon disque dur. Si mon disque dur est débranché, c'est que ça marche pas. Ok, bon, très bien. Apparemment, ça teste des trucs ce soir. La régie ne pourrait pas me dire quand est-ce que c'est. Voilà. Si vous avez dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez, le chat concernant le début du cinéma. Pour moi, c'est 80... En tout cas, avec, 14 ou 15. Ah, c'est plus tard que ça? Pour moi, la première diffusion à Paris là, par les Frères Lumière, la première diffusion publique, pour moi, c'était décembre 89. Mais je dis peut-être des bêtises. Ça me dit quelque chose aussi. Après, on a aussi Alice Guy qui nous avait donné les vrais premiers films. Ça, c'est bien plus tard. C'est début 1900. Non, Alice Guy, c'était en même temps, voire avant les Frères Lumière. Bah, je sais pas si tu vois c'est qui. Si je vois qui c'est, mais elle pouvait pas. Ils n'avaient pas encore inventé le cinéma. Non, mais je veux dire, en fait, en réalité, elle a lancé le cinéma de fiction à peu près en même temps que les Frères Lumière, et en fait, elle a été... Mais du coup, le cinéma, dans le sens première projection publique, c'est le 28 décembre 1895. Pardon, j'avais 89 en tête, c'est 95. Ouais. Donc 95, et tu nous posais la question de savoir à la base, oui. Quand est-ce que c'était le... exactement, ça le balance dans le chat un peu tard, mais merci beaucoup les copains. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et tu disais la première adaptation de livre, du coup. À l'écran. Bah, t'étais vraiment pas loin, puisque c'est en 1902. Ok. Ça avait dit 1903 quand même. Donc 7 ans après la première. Voilà, en 1902 a été adapté De la Terre à la Lune de Jules Verne. Et c'est sûrement une image que vous connaissez tous, puisque le film, c'est, vous savez, la Lune en noir et blanc avec le télescope dans l'œil. Georges Méliès. Voilà. Donc c'était ça. Donc voilà pour la petite histoire. Très bien. Non, ils sont bons dans le chat en plus, ils savaient. Ouais. Voilà. Comme ça, on les teste en même temps. Ouais. Donc, les adaptations de livres, on peut en citer des pléthore. Un film sur deux, presque. Voilà, c'est ça. On a l'impression, par contre, du coup, voilà, que les adaptations de livres à écran, c'est assez récent, alors que, en fait, pas forcément, même pas du tout. Hein. Ça fait hyper longtemps que ça existe. Et là, pour lancer un petit peu un débat entre nous, je pensais poser plusieurs questions, en fait, pour voir donc un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, déjà, on peut se demander quel intérêt de faire une adaptation. On pourrait aussi se demander, alors on va peut-être pas tout aborder, voilà. Quel intérêt, comment faire une adaptation, une bonne adaptation, et pourquoi c'est si compliqué, pourquoi ça peut paraître si compliqué de faire une adaptation. Alors ça, j'ai une part de réponse, je pense. Pourquoi commençons par ça. C'est si compliqué. Vas-y. Pour moi, en fait,
La problématique, ça va être déjà, en fait, elle est double. Quand tu fais un film qui est une adaptation, déjà, faut plaire à ton public. Le public qui ne connaît pas le livre de base. Donc voilà, donc faut réussir à faire un film qui est bien accueilli par les gens qui ne connaissent pas l'œuvre originale. Et ceux qui connaissent aussi quand même. Il faut réussir justement, double problématique, à faire plaisir à ceux qui connaissent l'œuvre originale, sachant qu'on ne peut pas retrouver exactement la même chose que l'œuvre originale. C'est clair. Tu peux pas retrouver la sensation, l'expérience que tu as vécue en le lisant. Ouais, c'est ça. Une espèce d'expérience personnelle qui va te transcender le livre ou alors te le faire détester aussi. Carrément. Ouais, ça peut dépendre. Parce que les livres, mine de rien, c'est avant tout de l'imagination. Faut pas l'oublier. Quand on lit un livre, on essaye d'abord. Personnellement, en fait, on est libre de se plonger dans le livre comme on le veut. On peut imaginer. Je sais que moi, quand je lis, j'aime beaucoup imaginer les extérieurs, les intérieurs, comment sont décrits les endroits, les lieux, tout ça. Et forcément, ça va pas être quelque chose à l'écran qui va ressortir exactement comme je l'imagine, quoi. Donc voilà. Donc pour prendre un exemple, tout à l'heure, on a parlé un peu de Stephen King, de Shining. Donc moi qui ai lu et vu le film. Apparemment, vous avez vu que le film. Moi, j'ai vu. Non, j'ai pas lu. Tu l'as pas lu. J'ai vu le film. Alors. Je crois que c'est pas la première fois que je le dis dans le Bixby Live. J'ai vu ce film au cinéma quand même. Et ça, c'est quand même stylé. Okay. Bravo. Le même jour que l'Exorciste. Et je suis sorti ce soir-là, j'ai pas dormi. Petite rétrospective Halloween. Mais c'était plutôt stylé. Exactement, c'était Halloween. Ouais. Mais du coup, voilà, globalement, moi, Shining, c'est mon livre préféré. J'ai pas peur de le dire. Hein. Et voilà, ce que je remarque le plus, c'est que les personnes qui n'ont que vu le film adorent ce film. Ok. Et moi qui suis fan du livre, je dois avouer que le film, je l'aime pas trop. Parce qu'il y a Stephen King. Il y a beaucoup de liberté. Voilà. Déjà, et je sais pas, pour ceux qui connaissent Stephen King, on sait très bien qu'il a un univers très particulier. Il arrive à créer une ambiance d'angoisse un peu. Enfin, c'est Stephen King, quoi. Que j'ai pas forcément retrouvé dans le film ou pas en tout cas la manière de Stephen King. Et puis bon, pour ceux qui savent un petit peu aussi, on sait que Stephen King n'a pas du tout aimé le film de Stanley Kubrick non plus. Donc moi je comprends Stephen King. Voilà. Je sais pas si on peut le montrer, mais j'avais ramené des petits tableaux comparatifs. Et apparemment, je n'ai pas de vie. Ça a l'air un peu la En fait, pour tout te dire, on en est à un stade où j'ai même plus aucune info dans mon oreille. Vraiment, actuellement, je nous entends nous dans mon oreille, mais j'ai aucune autre info dans mon oreille. On vraiment. Va pas du les coup, stresser. c'est qu'on en est là. Voilà. Bon, après, voilà, ça se débrouille. Ils sont en train de gérer un peu. Non, mais comme j'ai pas trop de vie, j'ai fait un tableau en fait. Pour Shining et pour d'autres films, je me suis amusée à faire des tableaux qui font justement des comparaisons entre les faits des livres qui sont modifiés dans le film ou qui sont carrément effacés en fait du film, juste pour donner une idée à peu près comme ça de ce que ça donne et bon c'est assez flagrant hein, des différences, il y en a des tas. J'ai fait pareil pour Dune du coup aussi, on peut parler de Dune, vu que là pour le coup c'est un peu plus récent. Dune en plus tu disais que ça fait longtemps qu'il y a des adaptations. Dune, il y a une première adaptation qui a été faite il y a longtemps. C'est ça, par David Lynch, je vous donne tout de suite l'année. 1984. Mince, un jour tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais, adaptation très controversée hein, quand même, hein, parce que elle a pas trop été aimée, appréciée par tous. Mais du coup voilà, c'était pour dire que j'avais fait des petits tableaux. C'est la panique là, en régie. Actuellement en régie, on essaie de trouver les tableaux. Sinon, décris-nous tes tableaux. Waouh, incroyable. Donc, on va pas s'amuser à le lire, hein. Attendez, parce qu'on a la télé qui s'éteint. Voilà, on va pas s'amuser à le lire, mais c'est pour montrer en gros, hein, en gros les grosses lignes hein, des différences. Après, il y a certaines différences qui peuvent plus choquer que d'autres. Coucou, je suis de retour. Des détails qui peuvent moins plaire, par exemple, aux fans des livres, je pense, qui changeaient à l'écran, change un peu tout ça. Je sais pas, par exemple, si tu as un exemple de Harry Potter. Ah bah ouais, j'en ai des exemples. Parce que j'ai fait le tableau d'Harry Potter aussi. Il a pris 2 pages. Voilà. Moi, il faut savoir déjà que j'ai d'abord lu les films Harry Potter avant de les voir. Moi, j'ai tendance à faire ça. J'ai lu les livres, Harry Potter avant de voir les films. Ouais. Et je suis arrivé devant ce film Harry Potter 4. Déjà, bon, pourquoi c'est Neville qui donne le truc pour qu'il puisse aller sous l'eau là, alors que d'habitude c'est Dobby. Bref, bon, c'est un autre débat. Mais Hermione,
qui descend ses escaliers. Elle est magnifique dans sa robe bleue, bordel. Bleu, pas rose, bleu. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est exactement le genre de débat que voilà. C'est cadeau la régie pour vos oreilles. Non mais voilà, dans le livre, Hermione descend dans une robe magnifique bleue. Et je comprends cette décision des films de la mettre en rose parce que en bleu, elle aurait pas été assez en valeur dans cette salle qui est très glace, qui est très sur les tons bleus. Tu vois, moi, c'est par exemple, c'est le genre de détail que je comprends pas. À quoi ça sert de les changer, tu vois? Bah là, en l'occurrence, c'est pour qu'elle puisse, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est pour qu'elle puisse être beaucoup plus mise en valeur dans la salle de bal. Et c'est vrai que Hermione est vraiment au centre de cette scène, de ce truc. Et donc, alors, quand elle descend les escaliers, qu'elle soit bleue ou rose, on s'en fout en soi, parce que ça ne changera pas la mise en valeur. L'escalier qui est orange, qui vont pas changer. Mais c'est dans voilà, dans la salle où, du coup, si elle avait été bleue, elle serait vachement plus passée. Inaperçu. Là où le rose la met vachement en valeur, je suis d'accord dans le film. Mais qu'est-ce que moi je l'imaginais avec sa robe bleue magnifique, voilà. Bon, en fait, pas du tout. Voilà. Donc je sais même plus là où j'en étais quand je t'ai demandé l'exemple d'Harry Potter, mais pour reprendre ce genre d'exemple, ces petits détails qui sont vachement changés dans les films alors que ça sert à rien. Il y en a un exemple tout parfait dans Shining. Dans Shining, la chambre maudite, vous vous rappelez du numéro? 300 et quelques. Non, 500 et quelques. 213. C'est la 237 dans le film, alors que dans le livre, c'est la 217. Et pourquoi? Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais pourquoi Stanley il nous a fait ça. Et en fait, il se trouve que la raison, c'est que l'hôtel qui a prêté, où ils ont tourné le film, ils avaient peur que les clients ne viennent plus dans la 217 s'ils gardaient ce même détail. Du coup, ils ont donné un chiffre de chambre qu'ils n'ont pas à l'hôtel, la 237. Comme ça, les gens, ils perdent pas une chambre. Donc, bon. Ils auraient pu renommer la 237 dans leur hôtel. Mais est-ce que, ça change l'essence du film? Alors ça change pas l'essence du film, mais c'est quand même ce genre de détails après je peux le comprendre, frustre. Non, voilà, et du coup c'est ça qu'on disait aussi, c'est que il faut quand même plaire à plein de gens quand on fait un film, que ce soit les lecteurs ou pas les lecteurs. On nous dit dans le chat, et dans Ready Player One, c'est laquelle du coup? La chambre. Excellente scène de Ready Player One. Excellent film. Excellent film tout court. Excellent film tout court. Peut-être un peu trop surcoté. Trop surcoté d'après toi? Excellente scène. Vraiment, c'est la meilleure scène. Clairement. C'était vraiment. J'ai fait génial. Ça fait très plaisir. Et après, vous avez aussi l'inverse, par exemple. Vous avez des scènes cultes. J'y pense là. Vous avez des scènes cultes, par exemple la scène des deux jumelles dans le couloir, dans le film. Incroyable cette scène. Oui. Elle est pas dans le livre. Ok. Pour le coup. Et je peux comprendre. Enfin, en vrai, ça aurait pu. Enfin, c'est une scène intéressante. C'est en fait, il a eu l'idée en regardant ces deux photos très célèbres. Je sais plus qui c'est qui les a prises, mais en gros, tu as deux jumelles qui sont très flippantes. Et c'est une vieille photo des années 30. Et en gros, il a vu cette photo, il s'est dit ça, c'est flippant dans mon film. Hop, je les mets. Voilà. Et en vrai, franchement, ça jure pas et c'est même hyper stylé pour le coup, les petites jumelles. Totalement. Ouais. Donc voilà. On peut aussi parler du Seigneur des Anneaux. J'ai fait un petit tableau pour le Seigneur des Anneaux aussi. Et là, on disait que justement qu'il y a des détails, enfin des choses, des livres qui peuvent être carrément enlevés. Là, le Seigneur des Anneaux, on est quand même sur un gros morceau, un beau morceau de littérature. Vous avez des personnages qui sont carrément supprimés. Parce que vous imaginez bien que quand on voit digeste. Voilà. En plus. Quand on voit déjà la taille du livre, enfin du on les bouquin, a là, et ensuite la durée du bazar. La durée du bazar, c'est déjà monstrueux. J'ai fait un marathon Seigneur des Anneaux. Oui, on y était. Ouais, moi aussi j'y étais du coup. Oui, on y était. On s'est pas vu, mais on s'est pas croisés, mais on y était. Version longue en plus. Version longue. Ça a piqué. C'est quand même intense. Hein. Ouais. C'est combien de temps tout ça? On avait commencé le soir pour moi. On est rentré dans le ciné à 19h, on est ressorti genre à 6h du match, je crois. Un peu plus tard, 7h ou 7h30, parce que moi j'enchaînais, j'avais cours à 9h45. Moi j'avais cours à 9h45 et donc j'enchaînais derrière, c'était dans la nuit d'un vendredi à un samedi. Et donc j'enchaînais, je suis sorti, on a dû sortir à 7h30, 45, un truc dans le genre. On a pris j'ai été au Starbucks à 8h. Et puis après je suis parti. Non, je voulais aller
au Starbucks et le Starbucks était fermé. Donc on a été dans un bar qui a accepté, qui était en train d'ouvrir, qui n'était pas encore ouvert, mais qui a accepté de nous servir un café. Avec les cernes comme ça en sortant du ciné. Et je suis allé direct en cours. Donc ouais, c'est à peu près ça. Ça fait. Alors, les marathons, c'est des trucs à faire. Moi j'avais fait celui de Star Wars juste avant. Oh génial. 6 films. Et là c'était encore plus tôt. On est rentré à 17h. On est rentré dans le ciné à 17h et on est ressorti à 8h du mat, un truc comme ça. Extraordinaire. Mais c'était incroyable. On part en Dites-nous si vous avez déjà fait des marathons dans le chat. Des marathons. Incroyable. C'est quand même génial. Moi, je peux conseiller des marathons. On en avait parlé, Benjamin, qui est dans le chat, avait fait le marathon Harry Potter au Grand Rex. Sur 2 jours, du coup. Sur 2 jours. Et ça doit être quand même assez génial. J'avoue que j'ai pas encore réussi à me trouver un moment où j'étais disponible pour les 2 jours. Et j'avoue que ça me fait envie. Ça me fait envie de ouf. Donc voilà. Bref, pardon. Et du coup, d'après vous, est-ce que l'adaptation parfaite existe ? Je dirais que non, mais... non, en vrai, je ne pense pas qu'elle existe de toute manière. Chacun a sa vision du bouquin. Par exemple, moi, je vais prendre le Comte de Monte Cristo qui va sortir. Oui. Je ne sais pas si le film est bien ou ne l'est pas, mais le bouquin est rempli de scènes qui n'ont aucun intérêt. Et donc, tu vas avoir 2 teams. Tu vas avoir ceux qui vont être focus sur les scènes qu'on a enlevées qui n'ont aucun intérêt, et ceux qui vont dire « Ah, c'est tellement plus digeste ». Mais ça reste un super bouquin. C'est comme le Hobbit. Ah bah oui, alors vas-y, parle et j'essaye de vous trouver la taille du chapitre qui parle de la pipe. Tu vas nous lire le chapitre sur la pipe. Peut-être un petit peu long. Titre. Parlez, je vous en prie. Parlons. Oui, non mais je suis complètement d'accord. C'est à 2 points de vue différents et forcément... alors, pour répondre à la question, est-ce que l'adaptation parfaite existe ? Le film parfait n'existe pas de base. En fait, il y a cette problématique de base, c'est que un même Bienvenue au Masque et la Plume. Vas-y. De quoi ? Bienvenue. Non, c'est une vieille émission sur des gens qui débattent de cinéma. Vas-y. J'ai 90 ans, continue. Non mais en fait, un film ne va pas être vu de la même manière par une personne A et une personne B. Clairement. Typiquement, nous avons commencé Avengers 1 avec ma copine. Avengers 1, c'est un film que je vénère, que j'adore, parce que c'est un tout, parce que je dis pas que le scénario est parfait, je dis pas que c'est un film qui est parfait, mais c'est l'accomplissement de 6 films qui viennent avant, et ils ont réussi à mixer ça et d'en faire un truc qui est très très cool. Et en fait, on est arrivé sur un truc où elle était saoulée devant. Elle en avait rien à foutre. Et faut pas que je dise ça parce que sinon je vais me faire engueuler. mais en fait, on n'a pas la même sensibilité. Face dans à tous les cas, oui, forcément. Et là où je peux, par exemple, kiffer des Kingsman, d'autres gens ne vont pas du tout les apprécier parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc forcément, déjà, un film ne va pas être apprécié de la même manière par une personne A ou une personne B. Donc une adaptation, c'est encore pire. Encore parce qu'entre ceux qui n'ont pas vu le matériel original, ceux qui n'ont pas lu, ceux qui n'ont pas et ceux qui ont lu le matériel original, ceux qui n'ont pas lu tout le matériel original, je pense au Seigneur des Anneaux, ceux qui ont lu le Seigneur des Anneaux mais qui n'ont pas lu le Silmarillion et qui du coup bref, pardon. Ouais, mais Tolkien, les anneaux de pouvoir. J'aimerais ouvrir une autre question. Est-ce qu'une adaptation est faite pour le lecteur du bouquin ? Ah, très très bonne question. Voilà, on terminera là-dessus. Voilà, vous avez 4 heures, bisous le chat, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Non, pardon. Non, moi je pense qu'il y a un minimum de... Enfin, le réalisateur, quand il va se dire je vais faire un film sur un livre, il y a un minimum de volonté, je pense, de vouloir déjà parler au lecteur. Je pense. En tout cas, à son lecteur, enfin à lui-même qui a été lecteur du bouquin, il veut donner sa vision. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je vais être très pragmatique, mais une production va mettre des sous dans une adaptation parce qu'ils savent qu'il y a déjà une base de gens qui connaissent le livre et donc ils vont avoir envie d'aller voir le film. Ouais. Il y a aussi ce truc où forcément, quand tu fais une adaptation, tu sais que tu auras forcément une part des gens qui vont venir parce qu'ils ont été lecteurs du livre avant. Voilà, on me susurre dans l'oreille Hunger Games, Divergente et autres, le labyrinthe. Évidemment. Quelle horreur, le labyrinthe. Twilight. Là, tu vois, sur des grandes franchises, mais la plupart des adaptations, c'est des bouquins que personne ne lit et personne n'a lu. Ouais, c'est vrai. En vrai.
Les biopics des gens, les petits... Il y a plein de bouquins. Il y a plein de bouquins, tu t'aperçois, en fait, c'est des adaptations, ou en tout cas, c'est inspiré de... Oui. C'est vrai que les grandes... Oui, c'est ça. Ceci, c'était autre chose. Les grands bouquins, c'est pour ça qu'ils sont adaptés. 50 nuances degrés, à mon avis, ça n'a pas été adapté pour sa qualité. Ouais, non, peut-être pas. Ouais. Mais il y a de ça aussi. C'est la fanbase. Harry Potter. Pour qu'on a lancé les films, parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui... Twilight, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça aussi, il y a aussi la différence, faut quand même faire la différence entre il y a adaptation et interprétation, et basé sur... typiquement, moi je pense à Fondation de Isaac Asimov, qui a eu le droit à une série Apple TV, là, il n'y a pas si longtemps. Moi, vous me demandez, je vous dirais plutôt que c'est une inspiration, c'est plutôt basé sur le livre, parce que rien à voir avec le livre. Et c'est bien, alors c'est bien oui et non, mais je pense que c'est intéressant de partir d'un matériel d'origine et de se dire je vais faire un truc dans l'univers. Bien sûr, ouais. Et en fait d'avoir les bases d'un univers, ce qui peut faire plaisir à tout le monde, à la fois des gens qui ont lu le livre. Par contre, il y a aussi la communication qui va rentrer en jeu et la communication qu'ils vont faire sur le film. S'ils disent que c'est une adaptation, c'est ça le truc. Ça va tout de suite être un problème. Parce que Fondation, moi je l'avais vu comme, je l'avais compris comme une adaptation, tu vois. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai lu le livre après la première saison. Donc j'ai vu la saison 1, je me suis décidée à lire le livre parce que la première saison m'avait bien plu. Et en fait, en lisant le livre, plus je lisais, plus je me disais, en fait, ça n'a rien à voir. Mais rien du tout. Donc bon, j'ai regardé la saison 2 parce que, mine de rien, l'univers est assez sympa. Mais globalement, j'ai été assez déçue parce que pour moi, la série, elle a été vendue comme une adaptation. Donc je m'attendais à retrouver un peu des trucs du livre et tout, mais en fait, pas tant que ça. Ouais, carrément. Du coup, il y a une petite part de déception et ça peut être ça. C'est aussi un des risques à se lancer dans une adaptation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le réalisateur il pense au lecteur, tout ça? Il y a quand même ce côté de. Il y a un risque de décevoir, des gens. Quoi. Moi, c'est The 100 que j'ai pas vu. J'ai pas lu les livres et qu'on m'a dit ne lis pas les livres parce que tu vas te dégoûter de la série. Parce qu'ils sont partis vraiment dans le sens n'importe comment. Donc ouais. Coucou. Alors, je fais une petite dédicace à Tati parce que coucou, c'est la pause clope. Elle bosse ce soir et c'est une amie de notre classe. Et voilà, c'est la pause clope et elle bosse. Et donc, elle vient nous voir pour la pause clope. Donc, petite dédicace. On nous dit, pour les Hunger Games, j'ai l'impression que les personnes ont commencé à les lire après avoir vu les films. Ouais. Moi, je suis plutôt de la team dans l'autre sens, perso. Ouais. Mais moi, j'aime bien le lire avant de voir les films. Moi, je sais que s'il y a un film qui me tente, qui est basé sur un livre, je vais me dire, je vais attendre avant de regarder le film, je vais d'abord lire le livre. Par contre, par exemple, pour Dune, ça a plutôt été l'inverse. En fait, j'ai entendu parler du film, j'ai été curieuse, donc je me suis dit, vas-y, je vais commencer le livre, et le temps que le film sorte, j'avais pas tout à fait fini le livre, bref. Du coup, j'ai été un peu dans un entre-deux. Dune, c'est une bonne adaptation, c'est pas plus mal. Ouais, mais il y a des trucs où quand même, ils ont pris des grosses libertés. Je pense pas tant que ça. En vrai, si tu regardes Tableau, j'ai fait le pas tant que ça. J'ai pris. Alors c'est vraiment. N'importe quel film, elle a fait un tableau. Ça fait 15 jours qu'elle est sur le sujet. Mais typiquement, le gosse de Paul et Chani. Voilà, c'est ça. Dune, j'ai vraiment pris les grosses différences. Ça se trouve, il y en a peut-être d'autres plus petites, mais globalement, Dune, le tableau, il tient en format paysage, alors que les autres, je devais me mettre en portrait. Donc globalement. Mais s'il y a aussi le truc de Alia, elle est née vachement plus tôt dans le livre. Tu vois, par exemple, Alia, c'est vraiment un des j'allais dire un des rares éléments. On va pas être médisant à ce point, mais c'est un élément que j'ai beaucoup aimé du livre. Et quand j'ai entendu parler de comment elle a été adaptée dans le film, j'ai été hyper déçue parce que c'est quand même un personnage. Je sais pas si t'en es à ce passage-là encore. Oui, elle est hyper intéressante, Alia, comme personnage. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, elle a été pas mal adaptée, je trouve, dans l'adaptation de David Lynch. Que je n'ai pas vu encore. Voilà, mais elle est vraiment, en fait, c'est plus fidèle, quoi. Ouais. Et alors pour info, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en suis au 3e mois. Je suis en train de lire les Dunes actuellement et j'en suis au 3e. Et j'aime beaucoup le personnage de Alia. Franchement, elle est incroyable. Et j'avoue que Anna Taylor-Joy. Je suis assez contente de ce choix. Je pense que ça peut faire très stylé. Anna Taylor-Joy en Alia. Écoute, j'ai hâte de voir le 3e film. Moi, voilà. Et que pensez-vous des adaptations en live action des dessins animés de Disney? On parle d'adaptation. Si on élargit un peu le sujet. Mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir me lancer là-dessus? Ouais, vraiment. Sachant que les Disney sont déjà des adaptations. On fait des adaptations d'adaptations. Voilà, c'est ça. Qui sont des adaptations.
Et on les fait en live et en comédie musicale, et puis en tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment étirer un média qui a été étiré. Pas forcément pour. Moi, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé Cruella, typiquement. Qui est une. Parce que c'est fait par un vrai réal. Et c'est bien. Attends, Cruella, c'est avec les soins dalmatiens. Avec Emma Stone et avec. Comment il s'appelle? C'est Ghost. Non, comment il s'appelle? C'est le mec qui a fait Aitonia. Gillespie. Il s'appelle Gillespie. Il a fait Aitonia. Un putain de chef-d'œuvre. Et voilà, je le dis au passage. Regardez Aitonia. C'est dit. Et du coup, il y a de la mise en scène. C'est intéressant. Il apporte des choses. Alors que quand tu fais une adaptation live action. Putain, les gens qui copient plan par plan. Quand tu vois. La Belle et la Bête, typiquement, c'est ce qui a été fait. Ça existe. L'adaptation live action de La Belle et la Bête. Le pire, c'est Le Roi Lion quand même. Eh bien, je ne l'ai pas vu celle-là. Le Roi Lion, pas forcément envie de le voir. Plan par plan. Oui, mais j'ai envie de te dire. Littéralement. Ouais, mais il y a un côté de. Il a voulu quand même, je pense, faire cette adaptation, mais avec une sacrée technologie derrière, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un point, c'est assez intéressant. Il a voulu gagner les thunes, surtout. Ouais. Après, je ne l'ai pas vu, j'avoue que ça me dit pas tant que ça, vu le chef-d'œuvre que c'est Le Roi Lion. Voilà. Mais voilà, typiquement, c'est ce que tu dis. L'adaptation live action de La Belle et la Bête. Moi, elle m'a pas du tout marquée parce qu'elle était, c'est comme tu dis, elle était sans intérêt en fait, parce qu'ils ont fait exactement la même chose. Ouais, mais c'était beau. C'était beau. Par contre, l'adaptation live action de Cendrillon. Emma Watson. Cendrillon, l'adaptation. Je sais pas si vous l'avez vue. Non. Elle est vraiment très bien. Il y a 12 milliards des adaptations de Cendrillon. Non, donc, la dernière. J'avoue que les dernières avec Kate Blanchett. Kate Blanchett qui fait la belle-mère. Ok. Non, mais elle est vraiment super bien parce qu'il y a quelques libertés. C'est pas du plan par plan, mais on retrouve l'histoire de Cendrillon globalement. Donc c'était vraiment, c'était hyper intéressant. En tout cas, ça parle beaucoup dans le chat. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. D'une, il y a eu plusieurs adaptations. Oui, carrément, ça fait parler les adaptations. Ouais. Les FX du Roi Lion, waouh. Oui, c'est vrai. Les FX sont stylés, mais du coup, aucun intérêt. Ouais, mais si on les revoit dans 5 ans, ils seront affreux. Déjà, quand on voit les FX de. Moi, j'ai pas aimé Scar déjà. Comment ça s'appelle du livre de la jungle, la première adaptation du livre de la jungle. Ah ouais, ça pique. Je l'ai pas vu récemment. Ça commence à piquer. Ouais. Ah ouais, 6 ans. Ils commençaient à faire les fourrures. Ok. Ensuite, ils les ont bien fait sur le Roi Lion. Et en fait, c'est des films qui. C'est mon avis personnel, je suis nul en FX. Qui vont peut-être mal vieillir avec le temps. En plus de ne pas avoir un grand intérêt, être du plan par plan. Ouais. Donc, bon. À part faire de la thune tout de suite maintenant sur votre enfance, je sais pas. Et puis ça fait aussi peut-être penser à un manque d'inspiration en fait de faire ce genre d'adaptation, alors que ça se trouve ils ont des potentiels de ouf de nous sortir des super films, mais ils se contentent de faire des live action avec des choix un peu douteux. Hashtag Blanche-Neige. Mais bon. On me dit dans l'oreillette que c'est la technologie de l'Odyssée de Pi qui a été utilisée pour les fourrures. Ah oui, ça me dit un truc, oui. Bon, je sais pas si ça a bien vieilli l'Odyssée de Pi. Si quelqu'un l'a vu récemment. Pas du tout récemment. Il y a très longtemps, mais. Ouais, c'est ça. Après ça, je pense que ça dépend. Parce que tu parles de ça, moi, ça me fait penser tout de suite au premier Avatar qui est sorti en 2009, mais qui a plutôt bien vieilli. Franchement, ça passe encore. Franchement, il est même encore super beau. Ouais. Alors que 2009, ouais. Mais non, j'ai aucun contre-argument sur ce sujet. T'en as pas vu beaucoup des adaptations live action? De quoi, pardon? T'en as pas vu beaucoup des adaptations live action? J'ai vu Le Roi Lion. Non, j'en ai pas vu énormément en fait. Mais voilà, Dumbo, Mulan, tout ça. C'est pas des adaptations folles. Voilà. J'en ai pas plus que ça. Écoutez, Avadar, il a giga bien failli. Non, tout le monde est d'accord. Ah oui, moi je suis d'accord. Ouais. Écoutez, voilà, petite chronique plutôt sympathique. Ça fait plaisir de parler de ce genre de choses. Ça a débattu, fort. Donc, on avait de quoi débattre, on aura de quoi débattre encore en long et en large si vous le souhaitez dans le chat et puis même sur l'Instagram du Big Ciné Live, @BigCinéLive. Tout bêtement sur Instagram. On vous laisse nous y retrouver. Et lisez des livres, c'est trop bien. Et lisez des livres. C'est important dans la vie. Et lisez Dune, parce que c'est plutôt stylé en vrai. C'est plutôt sympa. Faites-vous votre avis. Dans tous les cas, c'est ça. Je pense qu'on peut finir là-dessus, je pense. C'est vrai qu'en fin de compte, faites-vous votre avis et comme ça, vous aurez... Carrément. Vous savez, que vous commenciez par le film, par le livre, faites-vous votre avis, faites-vous dans le sens que vous voulez et kiffez la culture, c'est bien la culture. Oui. Le western spaghetti. Tout à fait. Passons du coq à l'âne.
Si, je peux essayer de trouver un lien. Non, t'embête pas. Je peux carrément spaghetti. Attends, je l'ai. Nous parlions des adaptations Disney. Rox et Rookie, Spaghetti, Western Spaghetti. C'est parti. C'est pas Rox et Rookie. Non, c'est La Belle et le Clochard. Oh là là. Bah, je me casse. Bisous. J'ai cru que t'allais parler de La Belle et le Clochard. Oh là. C'est le meilleur lancement qui m'ait jamais fait. La transition de fou. Tu viens donc nous parler ce soir du Western Spaghetti. Tout à fait. Qu'est-ce que le Western Spaghetti? Alors, moi j'adore ça, le Western Spaghetti, le Western en général. Je sais que c'est des termes assez forts, hein, comme ça je vous choque un petit peu, j'adore ça. Mais c'est parce que c'est un genre qui a vraiment traversé le cinéma. Il n'y a pas plus cinéma que Western. C'est bon, on va pas faire l'historique parce que sinon tout le monde va pioncer. Mais dès qu'on a commencé à faire des films, on a commencé à faire des westerns. Surtout les Américains. Oui. J'ai deux questions. Pourquoi les Américains? C'est l'histoire des États-Unis, un peu le western. Ouais. Quand même. Et plus précisément. Parce qu'ils ont les paysages adaptés. Et bah c'est les deux bonnes réponses. Oh ouais. Oh putain, on est bon. Et c'est pas loin. C'est parce que les États-Unis, je suis désolé pour eux, n'ont pas beaucoup d'histoire. Donc à partir du moment. En même temps, le problème c'est que les États-Unis, leur histoire, elle commence en. Tout à fait. 1792. Les cours d'histoire. 1792, on découvre l'Amérique. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc quand le cinéma commence, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est en 1800 et des brouettes, fin 1800, mais 1895 du coup. 1895, première projection le 28 décembre, je crois. Voilà. La période de la conquête de l'Ouest vient de se terminer. Elle se termine à peu près vers 1890. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'histoire et en même temps, il leur reste tous les costumes, les décors, les trucs, tout le monde a connu. Donc, ça leur parle. Qu'est-ce qu'on va faire? Des films sur l'Ouest américain, le rêve américain. Ouais. On commence. Bah oui, tant qu'à faire. On commence donc avec comment il s'appelle ce film Le vol du Grand Rapide en 1903, qui est le plan très connu que Martin Scorsese a repris à la fin d'Impitoyable. Non, c'est pas Impitoyable. Ok, non, je sais pas. Des Affranchis. Ok. À la fin des Affranchis, il y a un des acteurs qui tire sur la caméra. Ok. Voilà. Et ça, c'est un plan très connu, qui est iconique du cinéma américain. Et ça va se terminer. Aussi, on peut dire ça, voilà. Pas dit. Ah oui, bien vu, oui. Voilà. Et ça va se terminer la grande période classique en 1956 avec La prisonnière du désert de John Wayne, qui est un film extrêmement connu aussi. Donc ça, c'est la grande période classique des cinémas américains. Ok. Donc 50, ça s'étend sur 50 ans. Une cinquantaine d'années. Et donc on peut comprendre qu'à la fin des années 50, tout le monde en a ras-le-bol. Surprenant. Parce qu'on a eu tous les westerns possibles avec inséré un adjectif. On a les westerns chantants, les westerns muets, les westerns du Nord, les westerns du Sud, les westerns de Floride. T'as eu tout. Tout qui a été fait. fait. Tout qui a été fait. Les westerns de série A, de série B, voilà. Bah typiquement, on en est à ce point-là avec le film de super-héros. Mais tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. Mais j'ai pas osé le dire, mais j'ai vraiment pensé à Marvel direct. Mais ça laisse de l'espoir, car... J'adore ce petit les Américains, eux, à cette époque-là, c'est vraiment le western à la papa. Ils en ont plus rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la SF et du péplum à cette époque-là. Les Italiens, ils se disent il y a un genre que tout le monde se fout. Bah nous, on va faire ça. Nous, on aime bien ça tire. Voilà. T'es en train de me dire que Marvel va être acheté par les Italiens. Mais attends, et les Italiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des scénarios japonais, ils vont aller tourner en Espagne, et ça va donner quoi? La trilogie du dollar. Ils vont prendre les... Attends, refais-le-moi. Ils vont prendre des Japonais et ils vont les emmener en Espagne. Sergio Leone va s'inspirer des scénarios des films japonais. Va prendre le contexte du cinéma hollywoodien, des westerns, et va aller en Italie, tourner pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand. En Espagne, j'ai dit Italie. Et donc, ça va donner la naissance du western à l'italienne, que je n'appelle pas encore western spaghetti. Pourquoi on l'appelle spaghetti, à votre avis? Et pas à l'italienne. Voilà, ça sonne bien à l'italienne. La Belle et le Clochard est sorti cette année-là. Non. Italie spaghetti, mais je pense que c'est un peu plus poussé que ça en réalité. Non, parce que c'est décousu. Non, tu as tellement raison, et en même temps c'est un peu triste. Exactement, c'est du racisme. Ah, il est bon. Ça m'a été susurré dans l'oreille. C'est du racisme parce que les Américains, qui sont des gens vachement sympas, se sont dit, mais ils sont en train de nous voler notre patrimoine. Ils sont en train de faire des films dans notre dos et ça marche vachement mieux que nous.
Et du coup, ils ont eu une réaction puérile. Ils se sont dit, qu'est-ce que ça mange les Italiens ? Les spaghettis. Maintenant, ça mange aussi des pizzas, du tiramisu. Oui, c'est vrai. Donc on est passé à côté du western pizza, du western ça sonne tiramisu. un peu moins bien. Mais ça sonne moins bien. Ça sonne un peu moins. Ça sonne moins bien. Donc ça s'appelle un western spaghetti parce que les Américains ont été puérils. Voilà. Très bien. Alors le chat, on devrait veut dire savoir donc si western à l'italienne. À l'italienne. Pourquoi spaghetti ? C'est vraiment bon. Ouais, je trouve que c'est un terme qui sonne bien parce que c'est la grosse caractéristique du western spaghetti, c'est que c'est un genre qui tâche. Contrairement au genre assez manichéen, assez plan-plan de la plupart des westerns, on peut pas dire tous, mais la plupart des westerns américains de la période classique, c'est manichéen, ils sont bien habillés, c'est le héros, c'est donc vu que ça tâche, et les Italiens. Donc c'est spaghetti bolognaise en plus. Tout à fait, tomate. Les Italiens, c'est ultra violent. Putain, j'ai même pas réussi à faire rire à la régie quoi. Les guys, wow. On me dit dans l'oreillette. Top. Pardon, excuse-moi. Ne t'inquiète pas, je retrouve mes trucs. Il me perd. Il met des bâtons dans les roues. Il est méchant. Alors, faut savoir que dans le chat, ils l'ont entendu, mais je l'ai entendu dans mon oreillette. Il y a des applaudissements qui sont partis en régie. Voilà, bravo. On a un pad qui permet d'envoyer des sons. Voilà. Genre l'applaudissement bien tout seul, bien isolé. Ouais. Typiquement. Bon, pardon. Voilà. Retournons-y. Les spaghettis bolognaise. Les spaghettis bolognaise sans sa tâche, c'est ultra violent. Ouais. Et ça va plaire. Ça va tellement plaire que va y en avoir une myriade. Vraiment, on va retomber dans les travers du western classique, où il y avait le western chantant, le machin. Tu vas avoir tous les westerns. Ça a ranimé le western. Et du coup, je vous en propose quelques-uns. Vous me donnez des noms ranimés, j'ai envie de faire toutes les blagues du monde, j'adore. Parce que je sais pas, là depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher un lien entre spaghetti et ranimé avec, je sais pas, massage cardiaque, j'en sais rien. N'essaye pas trop, un lien, mais tu sais, faut pas trop se surcharger l'esprit. Parfois, il faut savoir abandonner aussi. Il essaye beaucoup trop, Je me détends et tout va bien se passer. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Django de 1966. C'est un des plus connus hors de Sergio Leone, parce que c'est réalisé par Sergio Corbucci. Et tout le monde connaît Django, au moins de nom, parce qu'il va y avoir un remake homonyme, plus qu'un remake. Ils sont pas fait chier, hein. Par Quentin Tarantino. Je parlerai des remakes la prochaine fois, tiens. mais c'est pas un vrai remake, car en fait, ça n'a pris que le nom et la musique. Parce que en fait, Django, c'est un remake, vous le saurez, de Mandigo, qui est un film américain. D'accord. C'est l'un des premiers westerns ultra violents. Voilà, on est sur les premiers héros solitaires qui vont venir résoudre le problème à coups de flingue. Donc là, vous pouvez voir Franco Nero, qui est relativement un homme magnifique. Voilà. Qui tire un cercueil dans lequel il a une mitraillette. Et qu'est-ce qu'il va faire avec sa mitraillette ? Il va tuer tout le monde. Voilà. Il nous a coupé au pour ne pas se faire démonétiser. C'est pas ça, merci. Avec le sang qui gicle, j'imagine. Voilà. Django, c'est l'ange vengeur qui va défourailler à tout va. Et ça va donner l'impulsion du western un petit peu gore. Vraiment, on va être dans l'ultra-violence. C'est comme ça tout le film. Voilà. Ça tire dans tous les sens. C'est immoral. Ça joue très bien. Le personnage est un peu filou. Oh, c'est magnifique cette typo. Si on pouvait faire des bandes annonces maintenant aussi belles. Mais vraiment, elles étaient tellement mieux les bandes annonces avant. Voilà. Donc je vous conseille fortement Django, qui va donner donc l'impulsion du western ultra violent. Le deuxième, c'est Trinita. On l'appelle Trinita en 1970, qui est moi un de mes films préférés, et qui va se construire justement sur Django. Pourquoi ? Parce que Django déjà, c'est le nom du personnage principal, et ça va devenir un gimmick de Western Spaghetti d'utiliser le nom du personnage principal dans son titre. Donc on va avoir Django, Trinita, Santana, je vous en dirai d'autres tout à l'heure. Et ça va aussi se construire parce que on va avoir de l'ultra-violence à l'écran, mais l'ultra-violence, ça n'attire pas tout le monde. On peut pas y aller en famille. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va réunir deux personnes qui ont une bonne tête, Terence Hill et Bud Spencer, et on va faire quelque chose de très cartoonesque. Et donc ça va donner naissance au western à l'italienne comique, western spaghetti comique. Et donc Trinita, c'est du cartoon. Voilà. C'est des tartes dans la gueule, c'est des gens qui s'insultent, ça tire à tout va, il y a quasiment pas de mort. Voilà, c'est très très cartoonesque. Et
avec une musique magnifique. Ça va lancer la carrière de Terence Hill et Bud Spencer, qui vont donc lancer aussi une franchise des films de Terence Hill et Bud Spencer, qui est une franchise relativement mauvaise, mais dont j'adore les films. Voilà. Très bien. Il faut être conscient que c'est des films qui ont très mal vieilli, qui sont relativement mauvais pour la plupart, et dont le chef-d'œuvre reste, on l'appelle Trinita, sa suite, et Deux Super Flics, qui est un film sur des policiers à Miami ou à New York, je ne sais plus. Et la musique, vous la connaissez. C'est cheap. C'est pas cheap, c'est vachement bien. Vous la connaissez parce que c'est la musique de fin de Django de Tarantino. D'accord. Voilà, je ne spoil pas, mais la musique de fin, c'est celle-là. Après, on a Le Grand Silence, toujours de Sergio Corbucci, de 1968. Donc, on est encore dans l'ultra-violence, on est encore dans le personnage qui s'appelle, comme le titre du film, Jean-Louis Trintignant s'appelle Silence. Voilà. Et là, on va être vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus immoral. On va être dans la neige, ce qui va être une grosse différence. Donc c'est un western hivernal. Et on va avoir un retournement. Non mais tu rigoles, mais à chaque fois qu'il y a un élément nouveau, on crée un genre. Il va y avoir un retournement de valeur. Ici, la vengeance, qui est très importante dans le western, va prendre du temps. Et elle n'est même pas assurée. Et c'est sûrement l'un des plus grands western, plus que Django. Django, c'est une pierre très importante, mais regardez Le Grand Silence, moi je l'ai vu au cinéma. Et ça, tu m'as dit que c'était quelle année ? 1968. Par rapport à Django qui est... C'est 2 ans plus tard. C'est 2 ans. C'est 2 ans après. Et vraiment, on va le voir tout à l'heure, c'est une période très courte où ils vont énormément produire. On va avoir Jean-Louis Trintignant, c'est pas de la merde. Klaus Kinski, c'est une merde humainement, mais c'est un très bon acteur. Et c'est un très très grand film, et donc il y a aussi une caractéristique du genre du western spaghetti, c'est qu'on va relancer des carrières, où on va ça va lancer la carrière de Clint Eastwood. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Ça va lancer la carrière de Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, tout le monde voit sa gueule, mais personne ne sait qui c'est. C'est le méchant dans Le Monde de la Brute et le Truand. C'est avec la moustache. Terence Hill, enfin Franco Nero, voilà. Beaucoup de stars, beaucoup d'hommes, vraiment. On est quand même dans une période... Le western en même temps est très centré autour de... Le western spaghetti. Le western, il y a évidemment des westerns maintenant qui sont beaucoup plus féminins. Mais à l'époque... Le western historique est quand même... c'est relativement vachement machiste, raciste, enfin, tout ce que vous voulez. Et le dernier... Spaghetti. Voilà. En même temps... Voilà, bon. Et le dernier, c'est Il était une fois la Révolution. D'accord. De 1971, de Sergio Leone, qui est un western. Devinez le genre. C'est un western. Spaghetti. Oui, mais quelle sous-catégorie? Alors attends, je vais essayer de trouver des indices. Carbonara. Il y a pas, non. Zapatiste. Western zapatiste. Parce qu'il prend place dans la période des révolutions, et quand ça prend place dans les révolutions mexicaines sous Zapata, ça s'appelle des westerns zapatistes. Ok, d'accord, j'ai compris. Le maître étalon, c'est El Chuncho, qui est un super film aussi. Mais ça, c'est vraiment le grand western spaghetti. Pourquoi ? Parce que c'est un des derniers grands. Il est fait par le maître Sergio Leone. En quelle année, tu m'as dit ? En 1971. C'est pas le dernier, parce qu'il y a Mon nom est personne, qui sortira quelques années plus tard, mais le genre va très vite s'essouffler. Oui, mais vraiment, tout ça, c'est en 10 ans, quoi. Voilà. Alors, tout est magnifique. C'est une magnifique histoire d'amitié. C'est le film préféré de Sergio Leone, et à raison, parce que tout est parfait. De la musique d'Ennio Morricone. On n'a pas parlé de la musique d'Ennio Morricone, mais dans les western spaghetti, ça a beaucoup... Ouais, la musique, ça a beaucoup fait, parce qu'on va sortir de la musique hollywoodienne. On va entrer dans une musique plus moderne à l'époque. On va entrer dans la musique concrète, c'est-à-dire qu'on va rajouter des armes à feu, on va prendre des instruments qu'on n'a pas utilisés avant. Et donc, ça va donner des BO incroyables. Ennio Morricone est quand même quelqu'un de... Voilà, mais il n'y a pas que lui. En fait, Ennio Morricone, c'est vraiment la figure que tout le monde connaît. Dès qu'on creuse un peu, il y a très peu de western spaghetti qui ont des BO dégueulasses. Voilà. Elles sont toutes au moins réécoutables. Donc c'est de l'ultra. J'ai dit que c'est un chef-d'œuvre, aussi. C'est quand même de l'ultra-violence, c'est quand même immoral, c'est quand même. Ils sont tous dégueulasses entre eux, mais c'est un beau western nostalgique. Ça fait partie du genre aussi, je pense. Ça fait partie du genre, mais celui-là, plus qu'un autre, annonce quelque chose qui va se passer aux États-Unis, et j'en finirai par là. En fait, on va commencer à en avoir marre aussi.
Les Italiens c'est bon. Ça fait 10 ans qu'on nous sert la même chose. Vous déclinez la formule comique ultra gore. Faut préciser quand même que les Américains, ils en ont eu ras-le-bol au bout de 50 ans. Voilà, les Italiens, c'est 10 ans. Non mais les Italiens, c'est arrivé très vite le manque d'idées, parce que on est tombé sur le bon, la brute. Non, attendez, c'est la brute, le colt et le karaté. Et ça, on est en 74 quand on trouve ces idées-là. D'accord. Oui, c'est-à-dire quand on commence à sortir le karaté, c'est qu'on est... Ça commence à ramer, Il y en a un autre, moi je l'aime beaucoup ce film, ça s'appelle Quand les colts fument, on m'appelle cimetière. Je trouve ce titre magnifique. La BO est aussi magnifique, mais c'est chiant à écrire sur une affiche quand même. C'est quand les colts fument, on m'appelle cimetière. On l'appelle Trinita, on l'appelle Django. Django revient. Django et Trinita vont tuer tout le monde. Enfin, ça va être des titres comme ça. On commence à en avoir marre. Oui. Ce qui ne peut rappeler une franchise, par exemple Avengers. Je vois pas ce qui te fait dire ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on prend tous les personnages secondaires, qu'on leur fait leur film, qui se croisent, ça va devenir ça, et on en a marre. Voilà. Bah, ça y est. Le message fort qu'on passe. Bah, c'est vrai qu'on peut rapprocher à l'actualité. Mais pardon, fini d'abord. Et j'en finirai par là. Heureusement, aux USA, ils vont se dire, mais c'est vrai, ils ont eu raison finalement, les Italiens. On se reposait trop sur nos acquis alors qu'on a quelque chose à raconter. C'est que notre histoire, elle n'est pas aussi idyllique qu'on la racontait pendant les 50 premières années. Et donc va naître le western crépusculaire. Et le western crépusculaire, c'est la remise en question de l'Amérique par les Américains. Ce qui va donner... Il faut savoir qu'il y a le nouvel Hollywood qui est arrivé par derrière aussi, qui a lancé la mouvance. À peu près là, et on va arriver avec... comment ça s'appelle ? Les films de Clint Eastwood. Oui. Enfin, tous les grands... La Horde Sauvage. Je sais pas si vous avez vu ce chef-d'œuvre. Alors, j'ai pas vu, mais oui, d'accord. Et donc, c'est le western crépusculaire, mais ça, c'est une autre histoire. Pour un autre Big Ciné Live, tout à fait. Potentiellement. Ok, et bah écoute, c'était une belle histoire. Merci beaucoup pour d'être revenu là-dessus. Et c'est vrai que en fait, ça peut nous rapprocher vachement à l'actualité et à le film de super-héros, qui est un film de... Ça rame là, Encore rien. Mais on peut rapprocher ça. Par exemple, il y a les films de monstres aussi. Les films de monstres, c'est exactement la même histoire. Au bout d'un moment, les gens... Enfin, c'est très cyclique. De toute manière, tous les genres sont très cycliques. Et ça va porter au genre. Et du coup, toi qui adores ce genre, n'aie pas peur, un jour il reviendra en force. On espère. Un jour il reviendra. Fait par des Italiens. Mais pas forcément les Italiens, ça peut être... Les Hongrois peuvent remettre la main dessus. Il y a bien des super-héros italiens chez Marvel, non ? Oui, carrément. Bah, y a des super-héros russes. C'est ça que tu nous as dit ? Oui, mais ça, on en a déjà vu un. Non, mais en Iron Man, tu le vois bien spaghetti comme ça. Au lieu de comme ça, il va faire comme ça. Alors, non, je pense pas ça, Benjamin. On me demande si le troisième opus de Retour vers le futur peut-il être considéré comme un western ? Oui. C'est un genre de western. C'est vrai que c'est à ça que j'ai pensé aussi. C'est vrai, quand on parle de western, moi j'ai tendance à penser à Retour vers le futur 3. C'est un super western. J'ai une culture de western pas ouf, mais... C'est du Tarantino avant l'heure, c'est-à-dire c'est que des refs pour les gens qui aiment le western. Ok, c'est vrai. Et il y a Marty McFly et Doc. Excellent. Quand même, que demande le personnage. Demande le monde. Écoutez, je vous ai teasé un peu ce fameux détail de cette nouvelle émission, parce qu'on est sur un nouveau Big Ciné Live. C'est une nouveauté. C'est une nouvelle ère du Big Ciné Live. On a notre produit chronique de moi-même, la sortie sorties ciné-série de juin 2024. Écoutez, elle est préenregistrée. On est parti pour écouter ça. C'est parti. Et oui, bienvenue dans ce nouveau format des sorties ciné et séries. Et aujourd'hui on s'attaque au mois de juin avec tout d'abord Salem, qui sortira le 29 mai 2024, un film français qui suit Djibril, un jeune de Marseille qui tombe amoureux de Camilla dans un quartier rival. Et ça va partir dans tous les sens quand leur fille va naître. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Roméo et Juliette de Marseille vachement sombre, qui n'a pas l'air acclamé par la critique, mais pourquoi pas. Le 5 juin 2024 sort déjà Bad Guys Ride or Die, le quatrième opus de la saga après Bad Boys en 95, Bad Boys 2 en 2003, Bad Boys for Life en 2020, et les premiers retours sont plutôt positifs, donc écoutez, foncez.
Même jour, mais pas vraiment même registre, on a rendez-vous avec Pol Pot qui nous plonge dans le Cambodge de la fin des années 70 avec 3 Français qui espèrent obtenir une interview de Pol Pot, le chef du régime communiste cambodgien. Ça a l'air surprenant, c'est filmé en 4 tiers et ça fait partie de la sélection officielle de Cannes 2024. Écoutez, qui suis-je pour juger ? Je saute au 19 juin avec Vice Versa 2, le nouveau film Disney Pixar très attendu suite au premier film Vice Versa sorti en 2015 qui avait été très bien accueilli par le public comme par la critique. On va enfin pouvoir découvrir de nouvelles émotions en Riley en espérant que Disney ne se foire pas là-dessus par pitié. Et puis la semaine suivante, en parallèle du film d'horreur Sans un bruit jour 1, préquel à la saga Sans un bruit, on aura le film français le plus attendu et le plus craint de juin, je pense, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle titre qui fait beaucoup parler de lui, notamment après la sortie compliquée en salle des 3 Mousquetaires Milady. Tout le monde espère que cette adaptation du roman d'Alexandre Dumas sera une réussite. En tout cas, rendez-vous le 26 juin pour le savoir. Et en attendant cette réjouissante fin juin pour le cinéma, on a aussi quelques sorties du côté de la SVOD. A commencer par Netflix qui nous proposera dès le 4 juin le film Lolita malgré moi avec Lindsay Lohan, puis qui nous rajoutera la très attendue Chronique des Bridgerton saison 3 partie 2 le 13 juin, ou encore le film Riposte, un nouveau thriller tout droit venu du cinéma indonésien. Côté Disney+, vous pourrez découvrir la nouvelle série Becoming Karl Lagerfeld dès le 7 juin. Tout est dans le titre, mais en tout cas c'est une série qui promet. Et puis le 26 juin, je sais que certains d'entre vous l'attendent, c'est la saison 3 de The Bear avec une saison 4 qui est déjà commandée. Côté Prime Video, on s'est dit que le 27 juin, vous aurez déjà fini la Chronique des Bridgerton, donc on vous propose une nouvelle série d'époque, ça s'appelle My Lady Jane. Perso, c'est pas mon kiff, mais je vous laisserai m'envoyer des petits DM Insta pour me dire ce que vous en pensez. Sans oublier la saison 4 de The Boys, qui est quand même LA série Prime Video, à découvrir dès le 13 juin 2024. Voilà, j'espère que ce format réadapté vous a plu. Écoutez le plateau, c'est à vous! C'est à nous, nous sommes de retour avec une différence de colo qui est quand même monstrueuse. C'est quand même très jaune, hein. C'est quand même très jaune. Je l'ai pas tourné aussi jaune et là on est quand même très blanc. Donc il y a quand même, voilà, bon voilà, je dis ça, je dis rien, on verra ça pour la prochaine émission. Ça fait des axes il faut des axes d'amélioration. Il faut toujours des axes d'amélioration. Sympa ce nouveau format, merci beaucoup. Vice Versa 2, clairement le film que j'attends le plus, avec le plus d'impatience en juin. Parlons-en. Quel est le film que vous attendez avec le plus d'impatience en juin? Pardon. Non, d'abord avant toute chose, Flavien, merci d'être avec nous ce soir. Oui, c'est tout à fait normal, Benjamin. Je suis très content d'être là. C'est un plaisir. On en avait parlé. Ça fait très longtemps qu'on se dit, tu vas partir. C'est le moment quand tu pars à Cannes. Il faut que tu rentres et que tu sois là sur Big Cine Live pour pouvoir en parler. C'est chose faite. Évidemment, je suis là et je vais en parler. Ça va être très sympa, c'est très cool. Du coup, pardon, excusez-moi, on parlait Vice Versa, on a vu Vice Versa 2, j'ai très hâte de Vice Versa 2. Bah tiens, Flavien, quel est ton film le plus attendu de juin? En juin, je pense que ça va être Le Comte de Monte Cristo. Parce que j'ai été quand même bien hype avec le Festival de Cannes, on m'en a un peu parlé. Ouais. Donc. Quels étaient les retours sur place? Alors, les gens ne l'avaient pas vu encore quand il y était, toi? Non. Ouais, non, mais j'ai quand même eu des retours. Parce que je connais les personnes qui y étaient. Et apparemment, ça a quand même bien plu. Ok, dans l'ensemble. Ouais, standing ovation de 12 minutes, ce qui est quand même pas mal pour Cannes. Oui, ce qui est quand même pas déconnant. Donc, non, franchement, il a l'air bien. Putain, attends. C'est quoi le record de standing ovation? J'en ai aucune. Je sais que Dolan, il a fait 15 minutes pour Mommy. Ok. Mais attends, mais c'est hyper long. Ça veut dire que tu restes debout genre pendant 12 minutes. Ouais, c'est ça. Il y a eu 11 minutes pour Emilia Pérez. Et je les ai faites. Ok. Mais ça passe très vite en fait. Ok. Parce qu'il y a discours, merci, ils se font des câlins, des bisous. Oui, d'accord. C'est entrecoupé. Hein. Il y a des pauses. Il y a des trucs qui se passent. La standing ovation, n'ayant jamais été à Cannes, je ne vois pas ce que c'est qu'une standing ovation, une vraie standing ovation. Donc forcément. C'est vrai qu'il se passe des choses, donc en fait. Oui, c'est pas d'accord, c'est pas 12 minutes où il se passe rien. Et non. Bravo. Bravo. Ouais, et puis c'est très émouvant les standing ovations à Cannes de toute façon. Donc, Ok, donc quand même, bon, ça a été bien accueilli dans l'ensemble. Ouais. Après, j'attends de le voir. Bah, j'ai hâte de voir. Et puis Pierre Ninet dans le rôle titre. J'aime beaucoup cet acteur et j'ai assez hâte de voir un peu ce qui. Je pense que la perf peut être vraiment très cool. Carrément. De ton côté? Mais aussi le Comte de Monte Cristo, parce que comme les 3 Mousquetaires, j'ai lu le Comte de Monte Cristo. Oui. On en parlait tout à l'heure. Juste avant. C'est sûr qu'ils vont couper, et heureusement ils vont couper des trucs, et je croise les doigts pour que ce soit
bien. Ouais. Il dure plus de 3 heures quand même. Il faut. Je pense qu'ils vont couper des trucs, mais quand même 3 heures. Je crois que c'est l'un des films les plus longs à Cannes cette année. Mais moi, j'y crois un petit peu. Je sais pas pourquoi j'y crois, parce que le matériel de base est quand même vraiment bon. Et tu parlais des Trois Mousquetaires, t'as aimé ? On avait déjà parlé. T'as vu aussi, j'ai pas vu Milady encore. T'as pas vu Milady encore ? J'ai vu la première partie. Je comprends pas. Ouais. C'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, mais je comprends pas pourquoi il y a eu autant de rajouts au matériel de base. Ouais. Qui était vraiment. Il fallait faire des choix. Si je l'avais fait, évidemment, j'aurais mieux fait que tout le monde. Voilà, soyons. Voilà, non. Certains choix ont été, je trouvais étonnants, mais de toute façon, c'est tellement dur à adapter que bon. Mais tu sais que c'est les scénaristes des Trois Mousquetaires qui sont réals de Monte Cristo. Mais oui, mais je sais bien. Mais ils avaient fait Eiffel aussi. Ouais. Ils avaient Papa ou Maman. Ça, c'est le réal. C'est le réal. Ça, c'est Martin Bourboulon. Ah oui, c'est ça, Martin quelque chose. C'est le réal qui a réalisé les Trois Mousquetaires, mais les scénaristes des Trois Mousquetaires qui réalisent. Mais au cours de Monte Cristo. Et aussi le scénario. Après, il faut bien te rendre compte de la tâche que c'est d'adapter ces machins. Bien sûr, évidemment. Mais apparemment, c'est vachement axé plus sur la vengeance. Donc déjà, t'as une grosse partie, je pense, qui va être très rapide. Ouais, non, carrément. Mais j'ai assez hâte de voir tout ça, assez hâte de découvrir Vice Versa 2. Mais Vice Versa 2 aussi. J'ai hyper hâte. J'ai déjà pris ma place pour l'avant-première. Quel chef-d'œuvre, on le rappelle comme ça au passage. Ah bah, mais bien sûr, 2015, c'était monstrueux, c'était monumental. Ils sont arrivés avec quelque chose qui était... à la fois nouveau et à la fois un classique. Mais puis ils sont revenus avec quelque chose, surtout parce que là, avec ce qu'ils proposent, heureusement qu'il y a un vice-versa qui revient, parce qu'il faut qu'il soit bien. Ils ont proposé quand même de faire jouer des émotions. Mais c'est ça. C'est vraiment sur le papier, il y avait des films comme ça, il y a eu Emoji. On se disait on va faire jouer des emojis, aucun intérêt. On pouvait se dire on va faire jouer des émotions, aucun intérêt, chef-d'œuvre. Non, carrément. Et là, bon. L'idée du deuxième film est cool parce que en fait, il y a vraiment un intérêt. Il y a vraiment un intérêt avec cette arrivée. C'était la préadolescence, c'était le début. Et là, avec l'adolescence, le fait qu'elle grandisse, on va avoir toutes ces nouvelles émotions qui vont arriver. Et je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose de plus et nous faire découvrir les nouvelles choses. Non, j'ai vraiment hâte. Et pourtant, j'avais peur au départ quand ils ont annoncé un 2. Je me suis dit, faut assumer après, parce que le 1, franchement, il est bon. Ouais. Donc écoutez, on verra ça. J'ai moi en tout cas très très hâte. Merci beaucoup pour tous vos petits messages par rapport à ce nouveau format de chronique. Ça sera la même chose pour le mois prochain avec grand plaisir. Moi ça va me fait kiffer de pouvoir enregistrer ça hier. Donc voilà. Et on enchaîne sur une petite chronique un peu différente parce que tu vas pouvoir nous parler et enfin on va en discuter. Festival de Cannes 2024. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors déjà, repose dans le contexte. Toi, t'as déjà été au Festival de Cannes, c'était pas la première. Troisième année. C'est la troisième année que j'y vais. Deuxième année en tant que cinéphile. La première année, j'y étais allé que pour 3 jours. Pourtant, c'est l'année où j'ai vu le plus de films. Mais cette année, j'ai voulu me focaliser sur la sélection officielle. Donc, je reviendrai sur les différentes sélections qu'il y a. Mais donc, du coup, moi, je suis parti en tant que... accréditation cinéphile. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup les différentes accréditations parce qu'on en parlait hors cam, mais c'est ça. Donc il y a l'accréditation cinéphile, la mienne qui correspond en fait à l'accréditation pour les étudiants en cinéma. T'as l'accréditation cinéphile qui est pendant toute la durée. T'as pas de durée limitée. Enfin, t'as la durée limitée de ton porte-monnaie parce que tu payes l'hôtel et le trajet. C'est ça. Mais tu peux voir tous les films que tu veux, de la cérémonie d'ouverture à la clôture d'hier soir. Si tu chopes des places. On va en reparler aussi. Mais sinon, donc j'ai parlé aussi de l'accréditation 3 jours, qui correspond à celle plus des passionnés, donc celle pour ceux qui ne sont pas en école de cinéma mais qui aiment pourtant le cinéma. Donc elle correspond du coup à 3 jours durant la sélection. Il y a plusieurs temps, on va dire. C'est début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et donc du coup, c'est pendant 3 jours. Pareil, on peut aller voir ce qu'on veut au Palais des Festivals et dans tous les cinémas à Cannes. Pardon, excuse-moi, oui.
Donc ensuite, pour finir, il y a l'accréditation presse. Donc pour tous ceux qui travaillent dans la presse, même sur les réseaux, etc. Et c'est très cool. Il y a beaucoup de presse. Très bien. Oui, bien sûr. C'est normal. C'est le moment d'y aller. C'est ça. Là, c'est vraiment leur moment. Et donc en même temps, tout le monde suit la presse à ce moment-là parce que c'est le moment où ils commencent à en parler parce que les accrédités, il y en a quand même peu. Ouais. Donc en fait, quand un film se termine, tout de suite la critique s'en empare et donc c'est là qu'il y a les premiers retours en fait et qu'on peut commencer à parler vraiment d'un film qui peut ou pas avoir la Palme d'Or Et du coup, comment ça se passe pour avoir ton accréditation déjà ? Du coup, pour avoir l'accréditation, donc moi en tant que cinéphile, c'est plutôt simple parce que en fait, je dois donner des papiers, je prouve que je suis étudiant et je dois donner une fameuse lettre de motivation. Et donc là, sur la lettre de motivation, c'est sélectif. Et donc il y en a qui sont pris, il y en a d'autres qui sont pas pris. Mais après, dans la démarche, en fait, c'est assez simple. C'est juste que plus tôt c'est fait, mieux c'est pour eux. Très bien. Mais donc du coup voilà, ensuite, donc pour une fois qu'on a l'accréditation, faut savoir qu'il y a différentes sélections, comme je le disais. Donc il y a la sélection officielle avec les films en compétition pour la Palme d'Or et les films hors compétition, par exemple Le Comte de Monte Cristo. Il y avait Furiosa aussi. C'était hors compétition Furiosa ? Ouais, hors compétition Furiosa. Et des films en sélection comme Marcello Meglio, Kind of Kindness, Megalopolis, Emilia Pérez et plein d'autres dont je pourrais vous parler. Il y a d'autres sélections aussi, Un certain regard, cette année présidée par Xavier Dolan. Donc très cool comme sélection. Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait moins de films intéressants. L'année dernière, par exemple, en ouverture, ils avaient proposé Le règne animal. D'accord. Donc gros film quand même. Clairement. Et ensuite, il y a d'autres sélections, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique et l'Acide. Donc, du coup, ils proposent chacun en fait leur sélection. Mais moi, cette année, du coup, j'ai préféré me focaliser sur la sélection officielle. D'autres fois, justement, c'était plus un certain regard. Et mais cette année, certaines séances en plus un peu spéciales. Et il y a des séances spéciales, bien sûr. Il y a des événements, il y a des palmes d'or d'honneur et il y a des séances de minuit et des séances spéciales aussi. On parlait tout à l'heure des séances classiques où les films sont restaurés. Par exemple, on avait parlé de Napoléon. Et donc moi cette année ça a été surtout la sélection officielle, mais avant d'accéder à ce genre de séance, il faut passer par le cauchemar des activités qui est la billetterie. Donc la billetterie, en fait, 4 jours avant la séance que l'on souhaite, on accède à cette billetterie, donc à 9h pour les accrédités, 3 jours et cinéphiles, comme moi, mais 7h pour la presse. Autant dire, à 9h, il n'y a plus rien. On ne peut pas avoir les séances gala, ce que j'appelle celles de 19h. Donc par exemple les grosses séances, Le Comte de Monte Cristo, Furiosa, enfin les grosses montées des marches qu'on voit à la télé. Après il y a d'autres montées des marches mais qui sont moins filmées ou alors c'est le live Festival de Cannes quoi. Mais du coup, je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Mais donc du coup, on arrive à cette billetterie. À 9h, tu arrives à la billetterie. Et c'est physique ou c'est sur... Non, c'est sur Internet. C'est sur Internet, il faut vraiment être là à 9h. File d'attente, horrible. On stresse, on a notre film, on n'a pas notre film. Et puis en plus, vraiment, on peut parier que sur un film, parce que de toute façon, on n'en aura pas deux à ce moment-là. Sauf si tu as 3 ordi en parallèle et que... même en ayant 3, crois-moi, j'ai essayé. Des fois, c'est compliqué. Il faut surtout tout le temps réactualiser pour peut-être avoir une séance. Mais donc du coup, à 9h, on a plusieurs séances. Et donc du coup, c'est là qu'on sait si on a les films qu'on veut ou pas. Souvent, pour les accrédités comme moi, c'est souvent des rediffusions. On n'a pas forcément les séances gala. Les séances avec équipe de film, je veux dire. Ils diffusent plusieurs fois le film pendant le festival. C'est ça, ça peut arriver. Par exemple, cette année, je crois que malheureusement, Megalopolis, il n'a pas été ultra rediffusé. Je crois qu'il a été rediffusé sur 3 jours, mais à peine 4 fois. Alors qu'il y a des films où on a plus de possibilités en fait, d'accéder à une séance. Mais donc du coup, moi par rapport à mon expérience, la billetterie ça a été assez catastrophique évidemment. J'ai eu quand même quelques films, mais surtout ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai une amie qui connaissait quelqu'un dans le cinéma et qui a pu nous obtenir des places
pour des films au Palais des Festivals. Ça aide. Vraiment, le piston m'a sauvé. Donc c'était cool. Franchement, c'était cool. On a pu du coup découvrir le film Furiosa, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais il y a plein de séances en fait comme ça que j'ai pu voir. D'autres que j'ai vues en rediffusion, mais dans d'autres cinémas, parce qu'on a différentes salles aussi. Oui, bien sûr. On a l'auditorium principal, le palais, l'auditorium du Palais. On a la salle Debussy qui est une autre salle. En fait, on a plusieurs salles dans le Palais des Festivals, puis on a d'autres salles. En plus, à côté, bien sûr. Il y en a une, je crois qu'elle est à 10-15 km. Le cinéum, il faut prendre le bus et tu mets 30 minutes pour y aller. Quoi. Donc, oui, ok. C'est pas compliqué. Ok. Non, c'est différent. Ok, très bien. Mais on est dans l'ambiance quand même. Donc oui, bien cool. sûr. Bien sûr. C'est cool. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, cette année ? Alors, moi, j'ai pu voir plein de films. Je vais pas vous parler de tous les films. Oui, bien sûr. Mais je vais commencer par parler... Alors, c'est bizarre de commencer par le film qui m'a déçu le plus. Mais c'est surtout que je me débarrasse de ce film. Et après, on parle sur les films un peu plus sympas. C'est ça. Parce que, en fait, le film qui était quand même le plus attendu, on va pas se mentir, c'était Megalopolis. De Coppola. Un film que j'attendais beaucoup. Et alors... Je ne dirais pas que c'est un film nul. Oui, mauvais. De toute façon, il n'y a pas de film mauvais. Juste, je pense que il y a 40 ans de travail dessus. J'ai vu une petite... Tu l'as vu le film ? Ah non, il n'y a pas de film mauvais. Il y en a 2-3 quand même. Je donnerai pas les noms, mais il y en a 2-3. Il y a toujours quelque chose à trouver dans un film. Oui. Et c'est un peu du coup... Typiquement Divergente 3, bon voilà, mais bon, après on parlait avec Megalopolis, t'as que des petits trucs en fait. Okay. C'est qu'en fait, il a travaillé dessus pendant 40 ans. Et en fait, pour moi, ce que je dis pour l'expliquer, c'est que c'est un bordel esthétique, quoi. Parce que en fait, il y a plein de bonnes idées, mais c'est un film brouillon, des idées brouillons, etc. Alors, il y a plein de bonnes choses, mais qui correspondent à rien. Donc, il y a une idée principale. Je vais même pas parler de fil directeur parce que je suis pas convaincu, mais il y a une histoire principale. Après, je sais pas, moi il m'a perdu. Je crois que c'est un des premiers films que j'ai pas compris. D'accord. Donc c'est dommage. Mais après, ça reste du Coppola et l'expérience d'être dans la salle. C'était fou. J'en profite, c'était une séance gala, donc c'est pareil. Et j'en profite, j'ai plusieurs questions intéressantes dans le chat. Tu parles de séance gala, c'est donc les séances où tu es obligé d'être smoking. Exactement, smoking. Et tu as des séances où tu n'es pas obligé, tu peux y aller comme tu... C'est ça, en fait. La majorité des séances... tu te pointes pas en maillot de bain quand même. C'est ça, mais la majorité des séances, en fait, tu viens pas en smoking. Mais en fait, celles de 19h qui sont filmées, en fait, 19h et 22h, tu dois venir en smoking avec... cravate, nœud papillon, mais par exemple la séance de minuit qui est moins diffusée, on va dire, tu peux y aller un peu normal. En fait, dès que tu as une montée des marches, vu qu'en fait la base de ça, c'est parce qu'avant c'était pas diffusé dans le palais, c'était diffusé dans un casino. Et les règles du casino étaient, vous n'entrez pas si vous n'avez pas de smoking. D'accord. Donc la tradition est restée que maintenant, quand tu vas au palais, tu mets ton petit smoking. Mais c'est beaucoup plus light qu'à l'époque. T'as déjà fait j'ai travaillé au Festival de Cannes. D'accord. Ah oui. À Cannes Classique. Donc moi j'ai une expérience qui n'est pas du tout la même. Je n'ai pas connu la billetterie. J'ai connu les gens qui connaissent des gens qui me donnent des billets, ou alors me faufiler dans la salle pour voir les séances Cannes Classique, ce genre de choses. C'est pas du tout la même expérience. Carrément. Et c'était quand, du coup, toi, que tu y étais ? En 2000, on est en 2020 là. On est 2022. En 2022. Ok, très bien. Oui, ça fait pas si longtemps. J'y étais en 2022. Bah oui, c'était ta première et moi c'était ma première. Et on me demande aussi dans le chat, est-ce que ton accréditation cinéphile te permet d'accéder aux cérémonies d'ouverture et de fermeture ? Exactement. Enfin, et de clôture. Exactement, on peut y aller. Alors, si pareil, tu chopes la billetterie, c'est ça. sûr. Si on chope le billet, alors c'est pareil. En fait, quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que de toute façon, si on n'a pas de billet, on peut accéder à une file de dernière minute. Moi, ça m'est arrivé beaucoup pour cette année, parce qu'il y a plein de films sinon que j'aurais raté, comme Emilia Pérez. Mais du coup, ces files sont là un peu pour sauver certains accrédités qui veulent quand même participer à ce genre d'événement, parce que la cérémonie d'ouverture, surtout cette année avec Camille Cotin, je sais pas si vous avez regardé, mais c'était franchement cool.
Sympa. Et donc, tu as des films qui t'ont un peu plus vu, qui t'ont un peu plus Bien plu, sûr, alors des séances même. Des parce séances. que j'ai pu aller à plusieurs séances. Pour commencer, la Palme d'Or d'honneur pour le studio Ghibli. Alors c'était quelque chose que... Je veux que tu montes d'ailleurs, parce que t'as enregistré ça, t'as teasé sur Instagram, ceux qui veulent voir, vous m'envoyez un DM, je veux que tu montres... Mais parce qu'en fait, il y a Miyazaki qui a envoyé une vidéo, et c'était très drôle. Ouais, l'affiche est belle. En plus, j'en ai chez moi. Extraordinaire. Et vraiment, c'était incroyable. On a vu 4 courts-métrages en exclusivité qui sont diffusés qu'au Japon, au musée Ghibli. Excellent. Et franchement, c'était un moment incroyable parce qu'on sentait que là, il y avait pas mal de fans, de bons fans, et ça hurlait dans tous les sens. C'était vraiment quelque chose une très bonne ambiance. Ce qui est extraordinaire avec Ghibli, c'est que du coup, tu as des fans qui sont là depuis longtemps, tu as des nouveaux, ça rassemble énormément. Il y avait tout le monde parce que c'était vraiment un public à l'international, donc vraiment, ça hurlait. C'était vraiment très très cool. Je m'attendais pas forcément à ça, même pendant un moment, je me dis est-ce que je vais y aller ou pas, parce que moi j'aime beaucoup les films Ghibli, les grands classiques, mais je me suis dit si quelqu'un veut sa place, et puis du coup j'y suis allé et je regrette pas parce que franchement pour les courts-métrages franchement bien sûr, c'était très cool. Et il y avait 2 autres palmes d'or, tu me disais? Il y avait 2 autres palmes d'or, j'ai pas pu y assister, mais il y avait celle de Meryl Streep en première partie de sélection, du festival, et il y a eu George Lucas du coup qui a eu sa palme d'or d'honneur hier soir pour la clôture. Extraordinaire. Et donc du coup ça devait être vraiment cool. Ça devait être, de toute façon les trois je pense que c'est cool. Et tu parlais d'Emilia Pérez du coup. Je parlais d'Emilia Pérez, mais je vais me le garder pour la fin, parce que c'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Alors du coup, Furiosa, je t'ai un peu déjà teasé. Ouais, avec quand même, t'as regardé ce film dans des conditions un peu particulières. En fait, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma pote, parce que comme je l'ai expliqué, du coup, on a eu un peu le billet en dernière minute, mais pas en dernière minute, j'ai fait la queue, c'est que elle connaissait quelqu'un qui, du coup, nous a donné des billets, et puis, pas une place nullos, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour vraiment un peu teaser pour vous parler de ce qui s'est passé, c'est que on a eu les billets et on était à 2 heures de la séance, donc il faut venir avec le smoking, donc tout tu beau, cours chez avec toi, le nœud. tu te changes, je cours chez moi et avec ma pote qui revenait de séance, c'est pareil, elle revient, etc. On est à 15 minutes, 20 minutes de la séance. Et normalement, nous, on avait un peu peur parce que normalement, on n'aurait même pas dû rentrer. Enfin, c'est compliqué. Il faut rentrer les dernières minutes à ce moment-là. On rentre, on attend, c'est bon, ils nous ont scanné. On est sur les marches, on est en train d'attendre sur les marches pour passer. Une première voiture arrive, et donc du coup, c'était Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, exactement. Chris Hemsworth, c'est ça, qui commence à arriver. Donc du coup, je commence à faire ma petite vidéo en mode, parce que j'ai une pote qui est très fan, donc je fais ma petite vidéo. Voilà, trop bien, il y a Thor qui est juste devant moi. Une autre voiture qui passe, mais vraiment qui est à 1 mètre de nous, quoi. Et là, la portière s'ouvre, Anya Taylor-Joy. Extraordinaire. Mais c'était vraiment incroyable, vraiment, c'était une expérience incroyable, franchement. Mais quoi qu'on en dise de Cannes, c'est que des moments comme ça. Moi, je me souviens de la séance d'Elvis, qui est la pire séance de cinéma de... Ah ouais? C'était long. Pourquoi? C'était long pour rentrer. Le film était long pour la qualité que c'était et c'était long de sortir. J'essaie de me dépêcher, je sors et là je vois des barrières, on me dit donc je m'écrase contre la barrière, je suis bloqué. Et là il y a un pélo qui vient se mettre à côté de moi, c'était Tom Hanks. Donc pendant 10 minutes, t'es à côté de Tom Hanks, il regarde comme ça, qui patiente et toi tu patientes. Lui il attendait pour sortir. Oui. Puis t'es tranquillement avec Tom Hanks à 1 mètre de toi. C'est ça. Bon après, il y a plein de ça un peu partout en fait. C'est des humains, c'est des humains comme vous et nous. C'est pareil. Oui, mais nous on avait eu Salma Hayek. C'est ça le nom. Oui, je crois. Et qui est passé juste devant nous. Et on était en mode. Enfin, moi, je commençais à voir ces films quand j'étais plus petit. Récemment, il y a eu Eternals où elle était incroyable. Et vraiment, elle est passée devant nous. Enfin, il y a le plus.
Enfin, c'était pas incroyable, mais j'ai vu quand même pas mal de Miss France qui tournaient autour de nous pendant un moment. Donc en fait, il y a pas mal, les influenceurs. Il y a du monde, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps du monde en fait autour de nous. Mais donc c'est vrai que pour Furiosa, c'était vraiment une expérience assez, en dehors du film qui est assez génial, mais c'était assez cool parce que en plus la place, on était juste devant l'équipe du film. Donc en fait, on se retournait et ils arrivaient et il y avait encore Anya Taylor-Joy qui passe devant nous, trop mignonne, qui remercie la sécurité pour leur travail et tout. Vraiment, c'était vraiment une expérience très cool. Puis c'était surtout mon premier gala, donc ma première séance du soir, et puis des moindres quand même, parce que c'était Furiosa. Ouais, carrément. Donc avec George Miller, c'était vraiment très cool. Il t'a plu le film ? Ouais, j'ai trouvé ça très cool. Parce qu'il est sorti là déjà, je crois. Ouais, il est sorti mercredi dernier. Ouais. Non, franchement, j'ai trouvé cool l'univers. De toute façon, de Miller est vraiment cool. Ouais, mais j'ai vu d'autres films, donc là, du coup, de la sélection, j'ai vu The Substance de Coralie Farja. Incroyable ce film. On en a parlé tout à l'heure, mais Revenge déjà a été incroyable, son premier film. C'est une Française qui fait des films très gore avec énormément de sang. Et j'avais vu son premier film à Angers pour le festival Premier Plan, donc je la connaissais déjà et j'étais très hype par The Substance avec Demi Moore. Et je sais pas si j'ai donné la bande-annonce. Ouais, on a la bande-annonce, on l'a vu, c'est la tête. Mais c'est pour ça que j'étais concentré sur la... qui est vraiment très cool parce que c'est vraiment un univers particulier. C'est gore, mais j'ai bien aimé, pardon. Tu as fait c'est et il s'est affiché c'est sur le sous-titre, c'était c'est. Mais non, mais c'est gore, c'est assez comique parce que le film est féministe et démontre vraiment la débilité du patriarcat, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose où vraiment le film est génial, sa réalisation est géniale et il a d'ailleurs obtenu le prix du meilleur scénario. Ouais. Donc ce qui est cool, j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus, mais elle le mérite de toute façon, elle méritait d'être dans le palmarès, donc franchement c'est très cool. Je ferai un petit rappel juste après du palmarès, mais donc du coup j'en viens à Emilia Pérez, qui est vraiment le film que j'attendais, parce que Jacques Audiard, parce que Zoé Saldana, parce que Selena Gomez. Oui, quand même. Voilà. Rien que ça. Et une comédie musicale pour Jacques Audiard, qui est incroyable. C'est pareil, le teaser a dû passer, j'ai pas dû faire attention. Je sais pas encore, non, je crois pas. Mais vraiment, la mise en scène est incroyable. L'univers encore est super. Et en fait, on a l'impression avec ce film que... Vraiment, les images sont incroyables. On a l'impression qu'il y a 10 réalisateurs sur le film, en fait. Il y a tellement de mise en scène pour animer, mais pour justement les musiques, etc. Il y a plein de choses, en fait, dans le film qui sont incroyablement bluffantes. Et donc, du coup, je vous le recommande. Parce que les actrices sont folles et qu'elles ont eu le prix de meilleure interprétation. Donc, toutes les actrices l'ont eu dans le film. Jacques Audiard a eu le prix du jury. Et qu'en plus de ça, en dehors de la cérémonie, ils ont eu le prix de la meilleure musique pour ce festival. Et donc du coup, parlons-en des prix. Les prix, bien sûr, parce que... Finissons un peu là-dessus. Qu'est-ce qui leur sort ? Alors du coup, la Palme d'Or, vous devez le savoir, a été... offerte, elle a été obtenue par Sean Baker pour Anora. Très bien. J'ai un petit, j'ai pas vu le film. Non, j'ai eu un petit doute. Pour le Grand Prix, c'est All We Imagine As Like qui l'a obtenu. Le prix du jury, je l'ai dit, c'est Emilia Pérez. Pour le prix masculin, c'est Jess Planton. J'ai pas du tout, je sais pas. C'est l'acteur en fait qui jouait dans Civil War. Oui, dans Killers of the Flower Moon. Et donc là, il jouait dans Kind of Kindness en fait. Et donc du coup, incroyable aussi. Jesse Plemons, c'est ça ? Pardon. C'est ça, voilà. C'est ça. Quand tu verras sa tête, tu te diras ah oui. D'accord. Pour ceux qui ont vu Civil War, de toute façon, la tête, carrément. sa tête
est inoubliable. Oh là là, il est fan de Civil War en mon régime. Manu, on le perd. Tu nous parles de Civil War, c'est bon, on l'a perdu. Mais du coup, ouais, bah après, il y a eu aussi mise en scène pour Miguel Gomez pour le Grand Tour. Et le scénario pour The Substance. Ok, très bien. Donc, ça fait pas mal de films à le voir. Ouais, c'est ça. Mais puis The Substance, vraiment, je vous le conseille. Emilia Pérez, évidemment. Mais de toute façon, on rate pas un Jacques Audiard. Ouais. Mais franchement, The Substance, vous allez voir, c'est vraiment une claque. Ok. Franchement. Très bien. Et pour plus d'infos, on suit VHS. Bien sûr, on suit sur VHS. Instagram. Qu'est-ce que c'est? Juste, je voulais prendre très rapidement un petit moment pour que tu nous parles de VHS. J'avais pas du tout prévu d'en parler, mais alors Thibaut va être content. VHS, donc en fait, c'est un site internet qu'on a créé avec un ami qui s'appelle Thibaut de Veillère. Il voulait pas, ça se trouve, il veut pas que je dise ça se trouve, il veut pas, mais on s'en fout, c'est une star. Et donc, du coup, en fait, on publie des critiques sur des films, des événements, des thématiques. On travaille en fait le monde du cinéma. Ouais. Et donc du coup on propose un peu notre univers, on fait plein de choses sur les réseaux sociaux, on fait un peu comme toi, on dit, on parle des films qui sortent, etc. Ouais, on n'hésite pas à documenter en fait. Ouais, mais vous poussez un peu, vous allez plus loin. Moi, je le fais, je gratte en surface et au cours du Big City Live, voilà, on a 2 heures et on gratte un peu en surface, mais vous allez un peu plus loin. En fait, nous, c'est surtout plus quotidien. Ouais, oui, c'est ça. Vu que c'est sur les réseaux sociaux, c'est et tout puis de suite. Via la newsletter, évidemment. Moi, j'ai la newsletter qui arrive toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les vendredis à 18h. Voilà. Donc, mais on propose plein de trucs. Donc, c'est pour retrouver l'Instagram, parce que c'est le plus facile. Vous pouvez. Je le connais pas par cœur en plus. C'est écrit où? Oh là là, wow. Là, il est fort. Même moi, je le connaissais pas par cœur. Il est fort. Et dans le chat, ça envoie le Instagram. Mais oh là là, j'ai des modérateurs qui sont quand même assez extraordinaires. Merci beaucoup. Les guys. Merci beaucoup. Merci les gars. Top. Et merci beaucoup en tout cas pour ces petites infos. On a un grand jeu qui est en préparation. On va avoir le retour de Gabriel qui va venir nous rejoindre à ma droite. Mais en attendant, jingle. Je sais pas du tout si c'était prêt, mais ouais, c'était prêt. Magnifique jingle du grand jeu avec... Oh pardon, j'ai mon téléphone qui traîne, c'est n'importe quoi, je sors le micro et on a Gabriel qui nous a rejoint. Ah oui, il faut... Ah oui, zut. Vas-y, fais tous les changements de cam. On a un seul cadreur. Ce soir. Donc forcément, il y a des petits trucs. Il est en marathon. Exactement. Il est cadreur, il est photographe, Thomas, il est tout. S'il vous plaît, une pensée pour lui. Donc faites des gros GG dans le chat pour Thomas. Un micro sans fil. Ils sont comme des oufs dans le chat. Le micro sans fil. Voilà, on peut le bouger. Tu peux aller devant là. Va faire une petite danse. Non, parce qu'on ne te verra pas sur le plan là, il est en train de le bouger. Mais vas-y, tu peux aller devant comme ça. Prix, en fait. C'est pas du tout la notion de ok, hop, et à la fin du live, je rentre à la maison. Non. Non, tu le rapportes pas à la maison celui-là. On a un petit jeu qui a été prévu et ce jeu c'est un au plus proche. Au plus proche, c'est-à-dire qu'il va pas falloir que tu regardes l'iPad. Et qu'est-ce qu'il dit? On a un mélange, voilà, c'est un mélange. Ça me rappelle une émission, je sais pas laquelle. Il fut un temps. J'avais dit que j'en rachèterais des rouges. Je l'ai toujours pas fait. Voilà, tenez. Hop, on les distribue. Chacun sa petite tablette avec son petit Velleda. Voilà, c'était un téléphone. J'ai mon téléphone qui est tombé. Hop, ça tombera pas plus bas. Quel est le programme de ce soir? Il va falloir répondre à... mais vraiment. Ouais. Il va falloir répondre à différentes questions. Il va falloir soit être le plus proche de la réponse, si c'est une date, si c'est une durée, si c'est quelque chose, ou alors il va falloir trouver la bonne réponse, si c'est une réponse à donner. Quid des fautes d'orthographe? On débattra sur le moment. Moi, en fait, tant que c'est dit avec charisme, tu vois, et pas avec Booba, avec charisme.
Je sais pas si je l'assume celle-là. Je sais pas trop si je l'assume celle-là. Mais en tout cas, voilà. Oh là là, il y a les applaudissements qui sont partis en régie. Vous ne l'entendez pas, mais moi je l'ai entendu. Nous allons commencer avec une petite question. En quelle année a eu lieu le premier festival de Cannes? J'ai une précision. Voilà. A été organisé ou a été effectué? Alors, ouais, c'est ça. Alors, oh là 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 là. C'est ça, ouais, attendez. Alors, en régie. Est-ce que c'est le premier festival de Cannes Le premier festival de Cannes. Ou la première fois qu'il devait avoir lieu? Est-ce qu'il y a oui, voilà. C'était plus ça. C'est le Wikipédia. D'après Wikipédia. Parce que la première édition, c'est pas la même date que la première sélection officielle, par exemple. Oh là 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 là. Mais oui, c'est ça. Merdé aussi. Parce que le premier n'a jamais eu lieu. Le premier n'a jamais eu lieu. Ça. Et pendant plusieurs années d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Mais parle-moi dans le micro que je t'entende au moins. Bon, très bien. Et bah, ouais, c'est ça, j'ai une table d'experts. Donc. Des tablettes Velleda, oui, c'est ça, les ardoises. J'ai toujours pas les ardoises. Écoutez, mettez une date. Est-ce qu'on peut en mettre deux? Bah ouais, mettez deux dates. Attendez, parce que moi j'en ai aucune idée, donc je calcule. Bah oui, c'est ça. Je suis littéralement en train de poser le calcul sur laquelle. Ah oui, parce qu'on est à la combienième. Alors non, ne répondez pas à cette question. Je sais peut-être pas calculer sur la deuxième, mais. Oui, mais ça se trouve, il y a des dates qu'on sautait. Enfin, typiquement. Bah, il y en a une qui a attends, sauté. il y a combien? Non, c'est pas combien d'éditions, c'est quelle est la première? Oui, c'est quelle est la première? Quelle est la première, la date de la première édition? L'année, en l'occurrence. Je demande une année, pas une date de l'ouverture. Et nous, on te répond. Ouais, il y a un timer qui est apparu en régie comme des oufs. Et nous, on te répond la date de la première effectuée ou la première... mettez les deux dates et on verra bien sur le moment si vous avez, vous aurez le point. Voilà. Attends, mais je sais plus compter moi. Ah merde. Allez, c'est fini. C'est fini. Il va falloir me donner une réponse, s'il vous plaît. On a beaucoup trop débattu sur cette première question, il y en a 15 autres. J'en ai aucune idée. Ah ouais, non, pas du tout. T'as dit quoi? Ah ouais, non. Ok. 1939 ou 1945, ça dépend. Bah c'est ce que j'ai mis aussi. Même si on dirait non, t'avais mis 55. J'ai mis 55, mais c'est parce que je suis pas compté. Je sais pas compter. Ah, alors j'ai entendu un deux. Tu peux remonter, monter tu peux nous mettre le son dans la. 1946 peut-être. C'était 1946. Merde, je sais pas compter. C'est pour ça que les lumières sont allumées en rouge derrière moi et derrière vous. 1946. Le premier festival de Cannes. Ouais, on a une table d'experts ce soir. Experts, mais presque. On était proches presque experts. Ouais, vous étiez proches. Ouais, comment tu t'es retrouvé avec 56? J'ai calculé, j'ai fait le calcul. Oui, calcul. 17, ouais. Mais il y a du. Excusez-nous, on est. Test lower third. Ça s'appelle au plus proche. Donc on a gagné. Pour ma défense, c'est pas moi qui ai dit au plus proche, moi j'ai dit un questionnaire. Il a dit questionnaire. Bon, allez, mets-leur 0 à tous. Quelle est la récompense principale attribuée au festival de Cannes? Vraiment, c'est. Ça, c'est pas très dur. Ça, jusque-là. Ah ouais, moi je dois répondre en plus. Et puis je suis premier dans le classement. Il a les réponses surtout, non? Oh là là, c'est quoi cette tête? Bah. Alors, mets-moi un timer là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, au lieu de montrer un classement à 0 points partout. On a vraiment une personne parmi nous qui va régulièrement au festival de Cannes, donc je pense... je vais vous demander une réponse, s'il vous plaît. Bon, jusque-là, tous un point, on est pas mal avec le bleu. Ah, j'aime bien, en vrai j'aime bien. Ça rend plutôt pas mal. Le bleu avec le rouge, je sais pas, j'ai un truc qui me fait... évidemment, voilà. La palme d'or, évidemment. Il y a eu un petit effort de dessin là sur la... Il y a eu un petit effort de dessin, mais ça va pas gratter des points. Waouh. Oui, ils ont une idée très bien, tellement que... bon, voilà. Qui est le créateur du Festival de Cannes? Mais ça va être que sur le Festival de Cannes? Celui qui a eu l'idée. Moi, je veux dire quelqu'un, mais je suis... Celui qui a eu l'idée. Oh, il se défend, c'est celui qui a eu l'idée du Festival de Cannes. Moi, j'ai quelqu'un en tête, mais il est pas assez vieux pour l'avoir créé. Bah oui, mais celui d'avant. Moi j'ai celui d'avant lui. Bon, je vais... Moi j'ai celui d'avant lui. J'ai pas du tout. Ça c'est un échange entre deux personnes qui s'y connaissent trop. Je sais que c'est pas lui, mais je... Moi j'ai celui d'avant. Ah bah moi j'ai celui d'encore avant. Bon. On avait pas dit qu'on pouvait mettre deux réponses? Non, c'était pour la première parce que voilà. Mais non, je veux une réponse s'il vous plaît. Et je vais vous demander un timer en régie s'il vous plaît. Oh, il met même 15 secondes. De toute façon, on peut pas inventer la réponse.
Ça va être compliqué d'inventer une réponse. Moi, je vais pas mettre la réponse, il va mal le prendre s'il voit ça. Donc, écoutez... Ouais, je pense que c'est pas lui. 5, 4, 3, mais de toute façon, 2 il a pas 77 et ans. 1. Réponse, s'il vous plaît. Monsieur Kahn. Gilles Jacob. Non, moi, j'ai rien. Rien du tout, Monsieur Kahn. Et bah non, malheureusement, c'est Philippe Erlanger. Erlanger, c'est comme ça que tu le prononces? Je sais pas, moi j'anime un jeu que j'ai pas écrit, donc c'est... J'en suis là actuellement dans ma vie. Très bien, il n'était pas seul, il était accompagné de Jean Zey et Albert Sarraut. Mais voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir. Mais on remercie Thierry Frémaux pour sa sélection cette année. Et un petit hommage à Gilles Jacob, évidemment. On lui passe le bonjour. Quel film a remporté la Palme d'Or en 2023? Ah bon... Ah. Oh là 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 là, même moi je m'en souviens, même moi je m'en souvenais. Jusque là, j'avoue qu'il y a des petits trucs. 2023 c'était pas si loin, on en a en plus parlé. Je crois que la dernière émission on avait parlé un peu, on avait abordé Cannes et on avait parlé un peu de tout ça. Je vais vous demander une réponse s'il vous plaît. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute aussi partout, vert, magnifique. Ah c'est vert, oh là là, il y a des changements. Je suis moins fan du vert. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Ça dépend pour en faire quoi. Au plus proche et des chiffres. Non mais on est parti sur un questionnaire en fait finalement. Ça répond à Anatomie d'une chute dans le chat, c'est bien, tout le monde est d'accord là-dessus. Quel est le film? Ah, et on en parlait dans le chat. J'ai eu la réponse tout à l'heure dans le chat. Quel est le film qui a reçu la plus longue standing ovation? Oh waouh. De l'histoire De l'histoire du festival. Et là... Bah non, ça peut pas être un peu plus proche, c'est compliqué. Il y a eu un petit spoil de la prochaine question, je crois. Ah oui, la prochaine question, ça peut être un peu plus proche. Oui, soit. Bon, vous doutez du coup de la prochaine question? Ça préfère le vert que le bleu dans le chat. Très bien. Écoutez, je vais vous demander un timer s'il vous plaît en régie. Je l'ai noté dans le chat tout à l'heure. Oui, Quentin, j'ai vu que tu l'avais. Bon, vas-y, on va mettre tu hésites entre quoi? Pardon, entre deux films. Entre deux films, mais j'en mets. Je sais même plus s'il est passé à Cannes celui-là. Ah. Mais j'ai un doute. Je crois que oui. Eh bah écoutez, on va vous demander une réponse s'il vous plaît maintenant. On a... Non, il est pas. C'était pas à Cannes, c'était pas à Cannes. Non, la leçon de piano. La leçon de piano. Ah pardon, je savais pas, c'était un dé. La leçon de piano, ok. J'en ai trop. T'as rien du tout? Ok. Moi j'avais mis un film, mais j'avais mis The Whale. Il était pas à Cannes. Mais il était pas à Cannes. Et bah écoutez. Il y avait eu une super standing ovation pour. Du coup, c'était. Si je vous dis Guillermo del Toro. Il y en a plusieurs. Le labyrinthe de Pan. C'était le labyrinthe de Pan. Voilà, c'était le labyrinthe de Pan. Il le mérite. Hein. Et combien de temps? Ah bah non, c'est la prochaine. Prochaine question. Et combien de temps a duré cette standing ovation? Alors, c'est exact ou au plus proche? Au plus proche, cette fois. Je vais vous demander un au plus proche. Ce qui est bien, c'est qu'on en parlait tout à l'heure de standing ovation qui peuvent durer 13-15 minutes. Voilà, donc vous le savez. Ça ne peut pas être moins. Mais bah écoutez, non mais tu peux arrêter le timer. Ils sont tous à peu près... on est parti. Moi, je suis sur du à peu près. Montrez donc vos réponses. 23, 21... 20, entre parenthèses 17. Entre parenthèses 17 parce que je me souviens avoir entendu parler d'un 17 minutes pour un film, mais je sais pas si c'était le... Ah non, c'est pas... Mais j'ai mis 20 minutes quand même. Mais t'as mis 20 minutes quand même. Écoutez, on n'a pas de gagnant. Ah. Mais on a au vous plus allez proche. vous partager un demi-point les copains. Parce que c'était 22 minutes pour la standing ovation du labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Ce qui est pas mal, 22 minutes. Hein. Oh, c'est chaud. Faut les faire. Ce qui est franchement pas mal. Et écoutez, je rajoute une question qui n'était pas du tout prévue. Allez. En quelle année? Le labyrinthe de Pan? Ouais. En quelle année à Cannes? Pas gentil. Ah, à Cannes. Wow. Ah bah oui. En quelle année le labyrinthe de Pan a été présenté à Cannes? Qu'il est sorti l'année... Je sais pas du tout. Et je vais regarder directement, sauf si en régie vous êtes plus rapide que moi pour me donner la réponse, mais... Je sais pas du tout. J'ai que demain mon pote, on me répond. Pour la première fois, présenté pour la première fois au Festival de Cannes. En quelle année? Bon, faut croire que oui, parce que... Écoutez, je vais vous demander une réponse dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh waouh. T'avais rien du tout? Non, rien du tout. 2006, ça vous fait un demi-point chacun et vous allez pouvoir vous partager le point, c'est bien joué. J'en avais c'est très très bien joué. Moi j'ai écrit une critique dessus il y a
de moi. Ah, donc ça aide forcément un petit peu. Comme quoi, avoir des connaissances ou non, ça n'aide pas. On va pouvoir faire un au plus proche là-dessus aussi, parce que combien de marches doivent monter les invités pour accéder au palais des festivals et des congrès? Combien de marches y a-t-il? Je suis vraiment pas sûr. Pour monter jusqu'en haut. C'est très rapide. Et bah écoutez, je vais vous monter. Une fois que tu es dessus. Mais moi je pensais qu'il y en avait plus, mais ça se trouve, je ne dis pas du tout la bonne réponse. Ouais, mais moi dans mon souvenir, il n'y a pas tant que ça. Mais montrez donc vos réponses. Ah, d'accord, bon, il y en a beaucoup. Ah ouais, 54, 43. Non, pour moi, le palais des congrès, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Des petites marches. En l'occurrence, ces petites marches, oui. Et en l'occurrence, nous en avons 24 précisément. Wow. Tu as 2 points pour moi, je balance des points comme ça, j'en mets 2 là. 2 pour ce. C'est parce que je me suis amusé à les compter. Mais qui ne compte pas les Ça marches. aide forcément. Combien de films français ont reçu la Palme d'Or de films français Waouh. Dans l'histoire, ouais, pareil. dans l'histoire du Festival de Cannes? Sur les 76, c'était 77. 77e émission là cette année. 77, ouais. Donc combien de films français sur ces 77, enfin j'en déduis 77 Palmes d'Or, j'imagine. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais, mais potentiellement 77 festivals avec un S. Festivaux, c'est le bébé de la Festivache. Je tente un truc parce que c'est un au plus proche, mais. Je vais vous demander une réponse dans Peut-être 3, un peu beaucoup, j'ai peut-être 2, été un peu. 1, réponse s'il vous J'en ai plaît. mis combien 15. 15, J'en ai mis 20. 15, 20. Et ben écoutez, c'était 10 seulement. 10 Donc vous allez pouvoir vous partager un demi-point de votre côté, Ok. tous les deux. Sachant qu'il y en a eu 2 les dernières années. Bah là, c'est ça déjà au moins. Sur Ouais, 77 c'est ça qui est ans. ouf. La première, je crois que c'est la symphonie quelque chose. Ne me pose pas du tout de questions. Peut-être que le mois prochain, on aura assez de monde en régie pour pouvoir faire des recherches sur le moment et pour pouvoir me souffler les réponses dans l'oreille. Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont pas beaucoup. On est quand même plus de monde sur le plateau aujourd'hui qu'en régie. C'est ça qui est quand même assez ouf. Ils sont 3 à la technique, on est 4 sur le plateau. Mais ils sont forts. Ils ont Ils d'autant sont quand plus même de très mérite. très bons. Ils Non sont mais très franchement, forts. ils sont très très bons. Ils auraient réussi à gérer les problématiques C'est ça. qu'on a eu ce soir. On fera 23 minutes d'ovation. Et le record sera battu. Le record sera battu. Quelle est la section parallèle du Festival de Cannes qui met en avant les réalisateurs émergents? La section. Ouais, Mince. on en parlait tout à l'heure si je ne dis pas de refais ta bêtises. phrase. Quelle est la section qui est en parallèle, qui se passe en parallèle Qui du est Festival de organisé Cannes, par le Festival de Cannes ou qui est organisé par une autre association? Ouais, c'est qui, ça. si je dis pas de bêtises, est organisée par le Festival de Cannes? Bon, bah alors c'est. Qui parle au Festival de Cannes Je crois, ouais. Ok. Ok. Je crois, si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, l'autre, c'est pas forcément des réalisateurs émergents. Je crois que c'est sur le site du Festival de Cannes. Bon, Donc bah, pour alors, moi, c'est c'est ça. organisé par le Festival de Hop. Cannes. Ok. Et Et d'après la d'ailleurs, régie. dans cette sélection, il y a un magnifique film que peut-être vous pourrez voir bientôt qui s'appelle Nikki, sur lequel j'ai travaillé. Et n'hésitez pas à aller le voir, c'est un Très super bien. film. Très bien. Tu gagnes un peu de Un plus. petit T'as des pub. primes pour. Non, Non, c'est ok. parce que, non, c'est parce que je suis tout à fait sincère et que je trouve Ok. ce film super. Top. Et bah, trop bien. Et bah, je vais vous demander votre réponse, s'il vous plaît. Oui. C'est à Ouais. l'envers. Et bah c'est ça, C'est ça. c'est ça, mais à l'envers. Et ben en l'occurrence, mon coco, je veux bien, mais moi c'est marqué C'est la quinzaine des réalisateurs. Ouais, mais c'est Déjà, pas... ça s'appelle Donc c'est pas organisé là. Non, Et c'est c'est. pas des émergents en plus. Et hein. en plus, c'est des cinéastes. Et bah top. Bah Tu fais un jeu, bim. heureusement que le Festival de Cannes a un site qui est mis à jour Parce qu'en fait, régulièrement. là, c'est organisé par la. C'est faux. C'est organisé, je crois, par la critique presse Ok. des cinéastes. Euh, Et ça a changé de nom, du coup. Non, ça c'est la semaine de la Non, critique. C'est la semaine de la critique. Ouais, Bon, mais sauf et que bah la alors. quinzaine, c'est eux qui l'organisent. Ok. Mais sauf que c'est pas des réalisateurs émergents. L'année dernière, ils ont invité même Tarantino justement pour une masterclass. Ok. Très bien. Donc Bon, écoutez, là on va passer à une question où vous allez pouvoir. Tu leur mets un demi-point chacun. Vas-y, fonce. Et ils ont la même réponse. On l'a embrouillé. J'ai une question où vous allez pouvoir gagner des points bonus. vas-y. Si vous répondez plus que ce qui est attendu. La question est la suivante. Combien de femmes ont reçu la Palme d'Or? Si vous me mettez les noms de ces personnes, Ah ouais vous pouvez potentiellement gagner des points de bonus. Après, je dis ça, je dis rien. De toute façon, c'est pas moi qui comptabilise les points. Donc, bon, vous pouvez potentiellement jouer dans le chat aussi, hein, n'hésitez pas.
Si vous avez, sans regarder sur internet, hein, parce que sinon c'est un peu simple. Alors ça se trouve, je suis complètement merde. Pardon, excusez-moi. Et je vais vous demander. Ah oui, il nous laisse. Oh, tu leur laisses du temps de ouf. Tu sais qu'il y a un moment où moi qui suis pas inspiré. Il faut qu'ils écrivent les noms quand même. On sait oui, soit, mais il y a un moment où il faut qu'on rende le plateau et tout, quoi. Donc, très bien. Je vais vous demander une réponse dans 3, 2, 1. Réponse, s'il vous plaît. Ce que j'ai écrit non, c'est juste que je me suis rappelé. Ça triche. Réponse, s'il vous plaît. Réponse, on compose les stylos. Pardon, excusez-moi, c'est 3. J'avais mis 4. Putain, vous êtes bon. Hein. Après, on a entendu là. Il y a eu un départ de feu. Donc, ouais, très bien. Vous avez mis quoi là, tous les deux? Justine Triet, Julia Ducournau et Jeanne Campion. C'est ça. Que des J. Tout à fait. C'est marrant. Vous êtes Mais très surtout très bons, de les très copains. bons films. Tu peux leur mettre 3 points chacun, allez 2 points chacun, Bien parce qu'il sûr, faut pas qu'elles fassent distancer trop. Mais tu peux leur mettre 2 points chacun parce que c'est quand même assez extraordinaire. Ils sont quand même très bons. J'aurais pu sortir Justine Triet et encore. Mais 4, t'étais pas loin déjà. J'aurais été. Ouais, merci Benjamin. Tu vois, sur 77, moi j'aurais. Mais ce qui est pas beaucoup, hein. Ce qui est pas beaucoup, hein. Mais ce qui est rien. Ah, c'est rien. Déjà, sur 77, ça fait quoi? L'année dernière, je crois 5%? que c'était assez cool, on va dire, la parité. Il y avait, je crois, autant de femmes que d'hommes pour la sélection. Dans l'octogone. Pour la sélection officielle. Mais là, cette année, je crois qu'il y avait que 4 femmes. Ah ouais, c'est pas énorme. Ok. Bon, après, il faut que le film soit bon quand même. Ah bien sûr, non, mais oui, évidemment. Mais c'est 4, c'est pas énorme. Ouais. On arrive bientôt sur la fin, mais j'ai encore quelques questions à vous poser. Quelle longueur, on va pouvoir faire le plus proche, quelle longueur fait le tapis rouge du Festival de Cannes? Marche Avec ou sans les marches? L'entièreté du tapis rouge. Waouh. Mais jusque. On a dit qu'il y avait combien de marches? 24. Mais ça peut pas beaucoup, enfin franchement. Alors, par rapport à la réponse, bon. Putain, punaise. Ah ouais, hein. Il est pas grand, tu le fais très rapidement. Ça dépend, hein. Ah oui, c'est bien si compter. Si tu t'arrêtes dans sa tête. Si tu t'arrêtes pour poser, comme j'imagine tu l'as fait, bien sûr. Après tous les photographes, ça prend plus de temps, mais. Oui, soit. Quelle longueur? Jouez chez vous aussi dans le chat. Quelle longueur d'après vous fait le tapis rouge du Festival du coup, de Cannes? on va jusqu'à la montée quand même. On fait le tapis rouge. Parce que le tapis rouge, il va jusqu'à l'orchestre en fait. Ouais, le tapis rouge. Ah ouais, donc il va. L'entièreté du tapis rouge, on est d'accord. Ah ouais. Alors. Mais pas du tapis rouge extérieur. L'entièreté du tapis rouge. Des voitures à l'orchestre. Et qui est changé tous les jours. Non, sérieux? Je crois. Tous les matins. C'est de l'abus. Ah merde. Il est changé tous les matins. Mais alors, déjà, j'ai pas la notion des. On voit que j'ai bossé pour le jeu. Parce que je ne savais pas quelle était la prochaine question. Vraiment, en entier. Ah la vache. Putain, ouais. Ça doit être. On nous met des trucs un peu violents dans le chat quand même. On nous balance des trucs un peu hauts quand même dans le chat. Mais ils disent quoi genre? J'ai déjà noté moi. Ils disent trop. On est parti. 3, 2, 1, montrez vos petites ardoises. On a 80 mètres, on a 70 mètres, on a 150 mètres. Dans le chat, on me disait 200 et 270. Donc vraiment, on était haut. J'ai failli mettre 75. On est sur un haut plus proche. De ce côté-là, mon très cher Alexis, c'est 60 mètres. C'est 60 mètres. On est sur 60 mètres. J'ai eu un petit goût du doom avec du rouge. C'est surprenant, mais écoutez, très bien. Non, 60 mètres le tapis rouge. Il est grand quand même. Hein. Et du coup, on disait qu'il échangeait souvent. On disait qu'il échangeait souvent, mais combien de fois par jour? Je me le demande. Je peux même te donner à peu près les horaires. Ouais. On va dire c'est plutôt le début. T'es sûr de ta réponse, toi? Quoi? Bah, du coup, il vient de nous donner la réponse là. Il vient de donner sa réponse là. Si la réponse c'est 1 ou 2. C'est pas grave, j'ai pas beaucoup de points. Je gratte. Tu te moques de moi là. Techniquement, il y a 2 réponses, il nous dit. On en est là. C'est. Du coup, c'est 1 ou 2. Ouais, mais tu sais pas quand. Parce qu'il faut qu'on dise quand. Parce que s'il fait 2 fois dans la même journée, il fait pas pendant 5 jours. Moi j'étais que sur le matin. Va falloir.
Va falloir que tu... Ouais, d'accord, très bien. Montrez vos trucs là, allez, c'est parti. Une fois par jour, le matin. Une fois par jour, tous les matins et 2 fois par jour le matin, genre. Je sais pas. 2 fois par jour les week-ends. Mais parce que même quand ils le mettent le premier jour, ils le font. Et d'après les infos que j'ai dans l'oreillette, c'est 2 voire 3 fois. Mais comment ils peuvent le changer parce qu'il y a des séances toute la journée. Mais s'il fait 60 c'est peut-être mètres. l'intérieur que du coup il change. Peut-être. C'est 180 mètres, donc 3 x 6. Je suis pas venu pour faire des maths. Peut-être que parce qu'on compte aussi Debussy. Mais il n'y a pas de... Si, il y a un tapis roulant de Debussy. Tout à fait. Pour ne pas abîmer les robes. Bon, enfin... Eh ben écoutez, on dormira moins bête ce soir. Bancal, on me dit dans le chat. On me dit bancal dans le chat. On continue avec l'avant-dernière question. Quel est le budget du Festival de Cannes? Allez, blâme, au plus proche. Stagiaire sous-payé inclus. Tout inclus. All inclusive. All inclusive, et je vais vous demander un timer s'il vous plaît, en régie. Un petit timer. Putain, c'est chaud parce qu'il y a tellement de sponsors. 3, 2, il a été short au niveau timer. Je vais vous demander une réponse s'il vous plaît. Alors, moi, ok, très bien. Vos M, c'est quoi? Millions. Vos M, c'est que des millions. Tous, votre M, vous êtes d'accord sur le million. On est sur 10 millions, on est sur 20 millions, on est sur 100 millions. Je sais pas de... Le plus proche étant Alexis, avec 22 millions pour le Festival de Cannes. Ce qui est quand même énorme, hein, c'est un budget. Ouais, et encore, c'est sans compter tous les sponsors. Oui, forcément. Parce que par exemple, j'imagine qu'ils payent pas le champagne ou ce genre de trucs. Ah oui, il y a des choses où forcément c'est gratos et forcément c'est assez colossal. Ils payent pas les soirées surtout. Ce qui coûte le plus cher. Et ouais, clairement. Je vais vous demander pour cette dernière question de vous projeter. Ouais. Nous sommes en 1994. Nous sommes sur les marches du Festival de Cannes. Et il y a un film qui a gagné la Palme d'Or. Ah oui. C'est le film ou le réalisateur? C'est le film. Ok. Le film qui a gagné la Palme d'Or en 94. Si vous pose la question, c'est que c'est un gros film. Et c'est ouais, ça peut. C'est pas un obscur film danois qui dure 4h05? Non. Bon, bah alors c'est l'autre. J'aurais préféré qu'il donne la bonne réponse. J'aurais bien aimé dire oui, c'est un obscur film danois, mais je suis pas sûr que du coup on aurait mis 94 si c'était le cas. Qu'est-ce qui est sorti en 94? Qu'est-ce qui est sorti en 94? Je vais vous demander un timer de 10 secondes s'il vous plaît. On peut pas avoir plusieurs choix genre sur celle-là. Tu peux toujours, mais en fait on divisera par le nombre de choix ton nombre de points. Ouais, mais de toute façon c'est mieux que 0. Ouais. 10 secondes, 9 8, 7, 6, si tu veux 5, 4, non, 3, ça donne. 2, 1, de toute façon je vais vous demander de montrer vos ardoises s'il vous plaît, montrez vos ardoises. Je vois... Ah putain, oh là 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 là. Je vois sur le gong un Pulp Fiction. Ah ouais, vraiment je l'ai très mal écrit en plus. Ouais, vous allez avoir un point chacun. Waouh. Mais je ne suis pas sûr que dans tous les cas ça change beaucoup l'issue de ce jeu. Puisque j'ai gagné. Le nombre de points qui s'affiche maintenant sur votre écran. Et c'est beau. Et c'est très beau. Vous avez égalité? On a égalité. Oh, je pensais pas que vous auriez égalité. Une petite question pour départager. Non, mais c'est bien comme ça. Est-ce qu'on les départage au Shifumi? Moi j'aime bien le Shifumi. Moi j'aime bien le Shifumi. Est-ce que vous êtes prêts? Tu peux pas être nul au Shifumi. C'est pas possible, c'est du hasard. En tout cas, je vais vous remercier pour cette petite soirée qu'on va conclure sur ce Shifumi. Ok. Allez-y. Ah pardon, faut faire ça. Non, mais moi c'est... Ok, 3, 2, 1, Shifumi. Allez, bravo. Voilà. Quelle conviction. Je sais pas si Flavien qui remporte ce... Oh là, 25 points, t'as gagné 15 points au Shifumi. Ça fait quand même... Ça fait cher le Shifumi, ouais. Bah on devrait faire des combats de Shifumi en fait pour les grands jeux, au moins on serait tranquille. Pourquoi on se creuse à créer des jeux? Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette bonne petite soirée. Merci à vous trois déjà d'avoir été présents ce soir. C'était une bonne petite soirée, ça fait plaisir. On a quand même une émission de 2 heures là, mine de rien. Il est 20h54. On a fait une belle émission. On a parlé de plein de sujets. C'était très très agréable. Et il balance le générique comme ça pour me pousser à bouger mes fesses. Merci évidemment à Lesis qui nous accompagne pour le lieu, pour le matos, pour la régie, pour leur aide en globalité. Merci à vous, très chers viewers, qui avez été présents au cours de ce live. Merci mes très chers techniciens d'avoir été présents. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve le 30 juin. Notez la date du 30 juin. Allez, bisous, à très vite.